Ordinateur. Très bien. Et donc, voilà, je voulais vous dire à quel point j'étais très content de vous voir, et en live et en pas en live, et au centre Ganujupa avec notre papa, à tous, Jean-Paul. Et donc, on va essayer de faire des révisions et on va essayer de parler du troisième module. Qui parle de quoi, le troisième module? Karma. Dans la vie. Aussi, ça va en parler. C'est ça qui est bien. Présentation du chemin. Présentation du chemin, présentation de la voie, exactement. Alors pourquoi on dit le chemin ou la voie? Enfin, ça dépend, c'est juste des trucs de terminologie. Moi, j'aime bien parler de voie, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour parler d'une voie d'eau, par exemple, dans une barque, hein, une voie d'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obstacle entre l'eau et nous. Ouais, c'est pourquoi on peut parler d'une voie d'eau, non d'une voie. Il n'y a pas d'obstacle entre nous et un phénomène, quel qu'il soit. Ouais, donc on va essayer de. Alors, est-ce que vous arrivez à lire jusqu'en haut? C'est bon, comment ça s'appelle? Ouais, bah, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à lire jusqu'en haut. On va essayer de parler du module 3, présentation de la voix. Ouais, super. Et donc, ah oui, parce que sinon tu verras pas. Oui, ok. C'est suffisamment lisible. De toute façon, il y aura pas grand chose d'écrit. C'est surtout pour capter l'attention. Ouais, donc vous avez déjà vu cette image? Ouais, j'en suis sûr, vous avez déjà vu cette image. Et donc, on va essayer d'en parler, on va essayer de décrypter tout ça ensemble, parce que, en fait, le Bouddha c'est pas lui qui a dessiné, c'est pas lui qui a écrit les petites lignes en dessous, etc. Il a juste indiqué ça, en fait, à un roi contemporain du Bouddha qui voulait faire un cadeau à un autre roi, et il a demandé au Bouddha quel type de cadeau il pouvait faire. Et le Bouddha lui a dit, ce serait bien de lui offrir la roue du samsara, la roue du devenir. Et donc, ça a engendré des réalisations dans l'esprit du roi à qui il a offert ça. Donc, c'est très utile d'avoir cette représentation. On va essayer de parler un petit peu de tout ça. On va essayer de parler du lamrim. Ouais, le lamrim, vous avez tous entendu parler de ça. Ouais, ça veut dire quoi en tibétain? Les étapes de la voie. Exactement. Les étapes graduées de la voie vers l'éveil, les étapes progressives de la voie vers l'éveil, etc. Ouais. OK. Et donc, c'est un petit peu cette carte ici, c'est un petit peu quand vous avez dans les arrêts de bus, vous avez un petit peu une carte qui vous dit vous êtes ici. Ouais. Ça, c'est le chat de Gueluc. J'adore. Ça, c'est voilà, c'est la Belgique. Euh, J'ai trouvé ça une fois à Bruxelles. Vous êtes ici, les nouvelles vont vite. OK. Et donc, en effet, cette cartographie, c'est pour dire d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on veut aller, d'où est-ce qu'on part. Ouais, on veut faire un voyage spirituel, on veut parcourir cette voie vers le bonheur. Et donc, quand vous cherchez une destination sur un GPS, qu'est-ce qu'il vous demande, le GPS? Exactement, d'où est-ce que vous partez? Exactement, d'où est-ce que vous partez? Exactement. Là, votre position actuelle, eh ben, c'est un petit peu un état des lieux qu'on essaye de faire justement avec le Lamrim. Ouais, donc c'est pourquoi on va essayer de voir où est-ce qu'on est. Ouais. Et donc ça vient ce Lamrim, il vient du Bouddha lui-même, hein, le Bouddha qui a mentionné la causalité, surtout dans le Shalistamba Sutra, le sutra de la pousse de riz, c'est pour ça qu'il y a une rizière ici. Euh, le Bouddha était avec ses disciples et il a parlé, il a montré une pousse de riz et il a dit qui voit la causalité, voit le Dharma, qui voit le Dharma, voit le Bouddha. Ouais, et donc c'est par la suite que Arya Maitreya a discuté avec d'autres disciples du Bouddha Shakyamuni et ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'il a voulu dire, le Bouddha, quand il a parlé de tout ça? En fait, le Bouddha a parlé de la causalité en particulier. Oui. Et donc la causalité, c'est assez facile à comprendre. Ouais, quand on jardine, quand on plante du riz ou autre chose, on comprend la causalité, oui. On comprend qu'un effet dépend nécessairement de cause. Ouais. Donc, il y a la causalité extérieure et il y a la causalité intérieure. Ouais. La causalité extérieure, c'est un effet dépend nécessairement de cause. Ouais. Et donc, c'est ce que le Bouddha ici a mentionné à ses disciples. Ouais, il a mentionné cette causalité extérieure. Euh, on connaît tous, en fait, hein, le Bouddha n'a pas eu nécessairement besoin d'insister là-dessus, sur cet aspect de la causalité extérieure. Vous savez très bien que si vous voulez du thé, vous avez besoin d'eau chaude, de thé.
et vous avez du thé. Ok. Une tasse, etc., etc. Ok. Ouais, jusqu'à maintenant, ça va. C'est trop fastoche. On va aller essayer d'aller dans des trucs un peu plus croustillants. Ah non, vous avez par exemple, dans ce livre en français, il y a le Sutra du diamant, bien sûr, mais il y a aussi le Shalistamba Sutra. Il y a le Sutra de la pousse de riz qui a été traduit en français. Très utile. Ouais. Ok, donc si ça vous intéresse, vous pourrez le lire. Et donc le Bouddha a mentionné cela. Il a dit, en dépendance de ceci, cela existe parce que ceci est produit, cela est produit. Ouais. Et donc, c'est là où il a parlé de la causalité en général et la causalité extérieure en particulier. Ouais. Est-ce que ça parle à tout le monde? Ouais. Et ensuite, donc cette causalité extérieure, on la retrouve bien sûr dans les dictionnaires bouddhistes, ouais, dans l'Abhidharma, dans la phénoménologie, etc. Comment est-ce qu'un univers est créé, comment est-ce qu'un univers se maintient, comment est-ce qu'un univers décline, etc., etc. Ça, c'est bien sûr l'aspect scientifique du bouddhisme, mais on pourrait dire que la science actuelle a des descriptions beaucoup plus techniques. Ouais, donc c'est important plutôt de suivre ce que dira la science actuelle du point de vue de la causalité externe. Ouais. Le Bouddha a surtout insisté sur la causalité interne. Ouais. Donc il a redit à nouveau ceci, parce que ceci existe, cela existe, parce que ceci est produit, cela est produit. C'est ainsi qu'à cause de l'ignorance, il y a les formations karmiques. À cause des formations karmiques, il y a la conscience. Et là, il parle de la causalité interne, la causalité intérieure, ce qui se passe en nous. Ouais. Qui nous sommes? Où allons-nous? Où cours-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? C'est exactement ce que a mentionné le Bouddha dans ce type d'enseignement. Ça, c'est très, très important. Parce que là, il mentionne les 12 ans de production dépendante, il mentionne cette horloge, ouais, interne des renaissances, ouais, du samsara. Ouais. Ok, très bien. Et donc, cette horloge, on la retrouve dans les 12 liens de production dépendante, qui est le cercle externe de cette cartographie qu'on a vue dès le départ. Ouais. Et donc, on va essayer de décrypter tout ça, on va prendre notre temps, tranquille, on va essayer de faire des révisions, on va essayer de parler de choses qui résonnent en nous. Ouais. OK. Et donc ici, le samsara, c'est vous êtes ici dans le samsara. C'est le message du Bouddha. Nous sommes des êtres samsariques. Oh là là, quelle horreur! Quelle horreur! Mais heureusement, il y a une solution. Et ça veut dire que si on veut rejoindre le bonheur stable et définitif, il faut savoir d'où on part justement pour briser cette horloge. Ouais, donc il faut connaître cette horloge samsarique pour pouvoir s'en débarrasser. Ok. Et donc, si on devait donner une définition du samsara, ce serait ça. Il y en a plusieurs, mais on pourrait dire ça. La jonction récurrente aux agrégats d'appropriation contaminés par le pouvoir du karma et des kléchas. Donc, on va décrypter tout ça progressivement. Ouais. Parce que souvent, on a tendance à se dire que le samsara est un lieu, en fait. Ouais, souvent, on se dit, bah, le samsara, c'est, on pourrait dire, pourquoi pas en ce moment, ce serait Israël, Palestine, Birmanie, Chine, etc. Mais en fait, non, c'est pas un lieu extérieur, c'est ce qui se passe en nous. C'est ça, le samsara. Ouais. Donc, on va essayer de décrypter tout ça progressivement. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc la jonction récurrente, parce que en effet, du point de vue bouddhiste, ça, on en avait déjà parlé. Quand on a parlé du potentiel de l'esprit au module 1, on avait parlé de la continuité de la conscience. Ouais, on avait parlé de tout ça. OK. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette jonction récurrente. Ouais. Ouais, en tibétain, ils diront yan et yandu, encore, encore et encore. Ouais. Et donc, en effet, le samsara, on avait parlé des différents phénomènes impermanents. Il y a des impermanents qui cessent d'eux-mêmes, il y a des impermanents qui durent pour toujours, et il y a des impermanents qui vont cesser uniquement si on fait quelque chose pour ça. Ouais. Par exemple, un impermanent qui cesse de lui-même, bah, une fleur, une journée, une seconde, etc. Ouais, c'est facile. Ouais, il n'y a rien à faire. Ça décline tout seul, ça disparaît tout seul. D'accord. Ouais, ok. Et il y a des impermanents qui durent pour toujours, par exemple. Par exemple, l'impermanence elle-même, oui.
Elle est là pour toujours. l'esprit. L'esprit, exactement, l'esprit. Oui, on pourrait dire pourquoi pas le continuum de matière aussi. Oui, ouais, la matière se transforme encore et encore. Ok. Et donc l'esprit, c'est surtout de l'esprit qu'il s'agit, en effet. Oui. Et donc, en effet, il y a les renaissances. C'est ce que dira Acharya Dharmakirti, oui, dans le Pramanavartika, c'est le compendium au commentaire de Cognition valide. Il dira, car il est aussi établi sans eux, que ce qui n'est pas de la conscience ne peut être la cause substantielle de la conscience. Oui, Nam Shemi, Banam Shegi, Niel, Mipeti, Yandu. Et donc, ça, c'est un point fondamental dans la tradition des écritures bouddhistes, c'est d'essayer de démontrer que la conscience continue. Ouais, parce que si on se dit qu'on n'a que cette seule existence, à ce moment-là, nos problèmes s'arrêtent avec cette existence. Il n'y a pas besoin d'avoir une voie spirituelle particulière. Ouais. Et donc, c'est pour ça que Acharya Dharmakirti dira que seul un instant de conscience va engendrer un autre instant de conscience qui va engendrer un autre instant de conscience, etc., etc. Ouais, donc c'est pour ça qu'on parle surtout de la continuité de la conscience. Ouais, vous êtes d'accord? Parce que, en effet, le corps, on va le laisser tomber. Ouais. Le troisième, vous prenez la permanence. La permanence dans la permanence de l'esprit. Oui. Le troisième, Et puis, la permanence du truc de oui, exactement. Oui, exactement. c'est Ça, c'est le samsara, par exemple, justement. Ouais, le voilà. samsara, c'est un qui a besoin d'aide pour qu'il vienne à son terme. C'est-à-dire que si on ne fait rien, le samsara s'entretient de lui-même. Exactement. Ouais, parce que justement, le samsara, c'est quoi? C'est, on pourrait dire, d'un certain point de vue, c'est un état de conscience. Ouais, c'est avant tout un état de conscience. Et donc, la conscience a sa continuité. Si la conscience n'avait pas de continuité, le samsara n'existerait pas. Ouais. Ok. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Ouais, ça va? Si ça va trop vite, n'hésitez pas à le dire et on peut essayer d'approfondir tout ça. Donc, c'est de la continuité de la conscience qu'il s'agit, oui, la conscience mentale en particulier. Ouais. Pareil, on laisse. Vas-y. Dommage, pas as des slides qui sont super sympas. T'as une barre, Ah oui. Et là, c'est parti. ah, ouais, c'est cool. Ah, Ouais. merci. Et on pourrait même cacher ce qu'il y a tout en haut, non? Je ne sais pas si on peut le cacher, ça. Ah, voilà. Ah oui, C'est bon. cool. Génial. C'est C'est des pour tomber. slides. Et donc, en effet, la continuité de la conscience à travers le temps et à travers l'espace. Ouais. Donc, justement, en fait, c'est parce que bah, s'il n'y avait pas cette continuité de la conscience, bah, en effet, comme on disait, le samsara n'existerait pas. Et donc, le samsara, c'est surtout est-ce que notre conscience est contaminée ou pas? Ouais, est-ce que notre conscience s'approprie de nouveaux agrégats ou pas? Est-ce que notre conscience est associée à l'ignorance ou pas? Ouais, est-ce que notre conscience est associée au karma, etc., etc. Ouais, donc c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, quand on arrête le samsara à la racine, notre conscience ne cesse pas pour autant. Ouais, on ne s'anéantit pas. Ouais, certains l'ont pensé, certains l'ont dit, certains le diront dans les écoles de philosophie bouddhiste que le continuum de la personne va s'arrêter. Mais la plupart dira non. Ouais, ce n'est pas le cas. Ouais, la plupart des bouddhistes. Ok. Très bien. Et donc, en effet, pourquoi est-ce que l'esprit peut se débarrasser de ses souillures? Ça, on l'avait vu au premier module, hein, avec le potentiel de l'esprit. Samgirang Shinryu Selte Jimanang Loburwa. Ouais, c'est ce que dira aussi Acharya Dhammakirti. Dans le chapitre 2 de son Pramanavartika, la nature de l'esprit est claire, lumière, et les souillures sont adventices. Ça, c'est vraiment une révision de notre premier module. Ouais, c'est de dire. Adventiste, ça veut dire accidentel. Ouais, ça veut dire temporaire, accidentel, exactement. Ouais. On pourrait dire c'est ajouté, exactement, surimposé, exactement. Tout à fait. C'est-à-dire que ça n'appartient pas à la nature de l'esprit, c'est souillure. Ouais, quand on parle des souillures, on parle de quoi? Des négativités, des manquements, Les afflictions mentales. les afflictions mentales, les perturbations, exactement. Affliction, perturbation, ça va être similaire. Ouais. Très bien, les graines karmiques, etc. Et donc, parmi les afflictions, bien sûr, la plus importante est l'ignorance. Ouais. Mais on dira en effet que notre esprit est influencé par ces afflictions, etc.
mais ces afflictions n'appartiennent pas fondamentalement à la nature de l'esprit. Ouais. Oui. Alors, oui, en effet, certaines écoles bouddhistes vont dire que, euh, alors pas nécessairement rester dans le samsara, mais continuer d'avoir des agrégats contaminés. Par exemple, euh, pour certaines écoles, si on élimine toutes ces souillures-là, euh, les souillures, on pourrait dire les souillures les plus grossières, telles que les afflictions et leurs graines, on devient un arat, on devient quelqu'un qui a obtenu la libération du samsara. Et donc, pour ces écoles-là, quand on est vivant, on a encore son corps produit par le karma et les afflictions. Et quand on meurt, il n'y a plus ce corps produit par le karma et les afflictions. Et quand on a éliminé le karma et les afflictions, le karma contaminé et les afflictions, eh ben, on ne peut plus exister. C'est-à-dire que quand on obtient le nirvana sans le résidu des agrégats, on cesse d'exister pour ces écoles-là. En effet, ouais, ça pose question. Ça pose question. On cesse d'exister totalement. On s'anéantit comme une bougie qui s'éteint. Vraiment, l'idée, c'est de trouver la saisie de type moi, et que c'est là où on a le sentiment que il y a plus de moi, en fait, que moi, de moi, le reste. Alors, oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire que puisqu'il n'y a plus il y a plus la saisie du moi, le moi cesse d'exister, le moi contaminé ou distordu cesserait d'exister. Mais les Vaibhashika et les Sautrantika, les écoles les plus basiques, diront que la personne elle-même cessera d'exister. Au moment de mourir, quand elle obtient la libération et qu'elle meurt, c'est fini, elle n'existe plus. La personne, oui, mais la personne qui se croit exister de son propre. Alors, ils diront la personne même conventionnée. Ouais, cesse d'exister. C'est frustrant, oui. D'éliminer le samsara et puis continuer de vivre bien ce samsara, le jour où j'élimine le samsara, je vais plus exister. Exactement. Donc, je fais quoi? Et donc, tu ne fais plus rien parce que tu n'existes plus. Exactement. Exactement. Moi, je ferais pareil si c'était ça. Et en effet, la personne sait exister parce que son esprit disparaît. C'est horrible. C'est du nihilisme, exactement. C'est bon? Par quel miracle il a vu les disparaître? Oui. Et donc, la question de Grégoire, c'est par quel miracle l'esprit disparaîtrait? Oui, parce que d'une certaine manière, pour les Vaibhashikas en particulier et les Sautrantika, ils diront que ce qui permet la continuité de la conscience, c'est Bhavanga Chitta. C'est un type d'esprit particulier qui fait la jonction d'une renaissance à l'autre, mais cet esprit qui fait cette jonction semble être produit par le karma et les afflictions. S'il n'y a plus le karma et les afflictions, ce type d'esprit qui fait la jonction d'une vie à l'autre cesse d'exister. Et donc, en effet, ça, c'est remis en question exactement comme vous le faites. Vous êtes des madhyamika parfaits parce que vous remettez en question ça. Et en effet, l'immense majorité des écoles philosophiques bouddhistes remettra ça en question. C'est intéressant. Hein. Parce qu'il y a une différence entre exister et se voir exister en interdépendance avec les autres. Ah oui, c'est très différent. En fait, c'est quand même, c'est simplement qu'on voit la réalité de la vraie nature de notre moi, Mm. qui est vraiment, c'est-à-dire inclus avec les autres. Et le support, c'est En effet, pour les écoles qui acceptent la continuité de la conscience, ils diront que euh, c'est la conscience contaminée qui cesse, mais pas la conscience. Oui, c'est la conscience ignorante ou affligée qui cesse, mais pas la conscience. Donc c'est ça, c'est là où on va faire une différence énorme pour les autres écoles. Exactement, pour ces écoles basiques, le Bouddha n'existe plus. Il n'existe plus une fois qu'il a obtenu le nirvana, le paranirvana, qu'on a fêté, enfin, on a commémoré jeudi, à Sukadeva Duchen. On a commémoré son éveil, sa naissance et son paranirvana. Pour les écoles de véhicule fondamental, il a cessé d'exister. Ouais. Mais pas pour les écoles marianistes, ou pour la plupart des écoles. On dira non, il continue d'exister. Et son Dharmakaya, son esprit éveillé, il continue d'exister, il continue de se manifester pour aider les êtres, etc. Il a passé 3 ères cosmiques incommensurables à obtenir l'éveil. S'il n'avait pu aider les êtres que pendant 45 années, c'est 3 ères cosmiques incommensurables qui sont utilisées pour. C'est comme
une usine à protéines à l'envers. Ouais, c'est comme une vache, par exemple. Une vache, c'est une usine à protéines à l'envers qui consomme beaucoup plus de protéines qu'elle n'en produit. Et là, ce serait exactement la même chose. C'est utiliser tellement d'air cosmique, de mérite et de sagesse pour aider pendant 45 ans. C'est tout. Ouais, donc c'est pourquoi c'est Saint-Édard Lama en particulier dit ouais, je préférais aussi rock and roll, faire la fête, etc., plutôt que de m'anéantir comme ça. Ouais, est-ce que ça vous parle? Donc en effet, il y a plusieurs écoles. Ouais. Ok, très bien. Très bien. Et donc le samsara, c'est un impermanent qui cesse si on lui donne un coup de main pour ça. Exactement. Ouais, donc la jonction récurrente, la jonction avec quoi? Avec des agrégats d'appropriation contaminés. Ouais, c'est un petit peu du charabia tout ça. Ouais. On s'approprie les agrégats. C'est pourquoi on les appelle des agrégats d'appropriation. On veut les posséder, on veut les avoir avec nous. Ouais. Parce qu'on a horreur de ne pas exister. Ouais. Et donc c'est pourquoi il y a différents types en effet, d'explications par rapport à ça. C'est intéressant. Ok, contaminé, ça veut dire quoi? On en avait parlé, ça aussi. On en avait parlé. On va faire une petite révision. Ouais. Oui, exactement. Contaminé par le karma et les kleshas, exactement. Là, quand on parle des contaminations, c'est surtout des afflictions dont on parle. Ouais, dans un texte sur les écoles philosophiques, il y a la définition de contaminé, c'est mais pas dans Sunden Karo Egone Sabage Suru Etche. C'est un phénomène qui a la capacité d'accroître les contaminations ou les afflictions, soit en étant un objet d'observation, soit en étant un facteur mental. Ouais. Donc, ça veut dire que par exemple, cette tasse est contaminée. Pourquoi? Parce que je pourrais être attaché vis-à-vis de cette tasse. Attention, je vais faire des lapsus aujourd'hui. Je vous le garantis. Exactement, à cause du train d'hier. Donc, désolé, je vais faire des lapsus. Je vais avoir la langue qu'il faut. Je vais me pardonner à l'avance. Et donc, je vais être attaché à cette tasse parce que, en effet, elle est jolie, etc. Et donc, parce que c'est un objet d'observation qui peut engendrer ou développer mes afflictions, c'est un phénomène contaminé. C'est pour ça qu'on l'appelle un phénomène contaminé. C'est le cas que je ne sais pas si elle va pas elle va plus rien, elle est là, Ouais, dans les fiches d'appel. exactement. Exactement, mais on pourrait dire que d'une certaine manière, euh, tout ce qui Là, existe autour de nous, du point de vue de l'Abhidharma, tout ce qui existe autour de nous est le produit des karmas des êtres de l'univers précédent. là, on la casse parce qu'il est attaché, mais finalement, Ouais, oui, c'est de sa faute, hein, moi je suis pour elle. non, non. Ouais, c'est tout à fait normal que je sois attaché à elle, c'est de sa faute. Ok. Donc, en effet, on pourrait dire que, alors bien sûr, un phénomène contaminé, il est contaminé en étant un objet d'observation, mais aussi en étant à cause d'un facteur mental, ouais, parce que j'ai l'ignorance fondamentale, et donc je vais la saisir comme existant en soi, et donc je vais être attaché à cette tasse. Donc, bien sûr, il y a aussi le phénomène intérieur qui compte. Mais, du point de vue bouddhiste, on dira que l'univers tout entier est contaminé. Pourquoi? Parce que il n'est pas produit sans cause. Ouais, il n'est pas arrivé comme ça, spontanément. Du point de vue bouddhiste, il n'est pas produit par un Dieu créateur. Il n'est pas produit par la nature de certaines traditions hindoues. Ouais, le prakriti ou le pradhana, le principe naturel, etc. Et donc, on dira que c'est le produit du karma contaminé de tous les êtres qui ont peuplé l'univers précédent. Et comme c'est le produit des karmas contaminés de tous les êtres du kalpa antérieur, eh ben, c'est contaminé à ce titre-là aussi. Tout ce qui est produit. Alors, on dira que tout ce qui est produit par le karma et les afflictions est contaminé. Mais tout ce qui est produit n'est pas contaminé. Par exemple, la conscience du Bouddha est produite, mais n'est pas contaminée. Ouais, la conscience d'un arhat, une personne qui est libérée, est produite, mais n'est pas contaminée. Ouais, parce qu'elle n'est plus produite elle n'est pas produite par le karma, les afflictions. Ouais, est-ce que ça vous parle? Ouais? Waouh, magnifique. Magnifique. Ok, donc on va voir les agrégats. Ça va être aussi une révision. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on trouve dans Meditation on Emptiness de Jeff Hopkins. C'est juste une phrase que j'ai reprise de lui. Un autre mode de division de toutes les choses impermanentes est en cinq agrégats, ou plus littéralement, ta ou empilement, skandha ou pumpo en tibétain. Ouais, ok. Et donc, vous avez la forme. Ouais, vous êtes en forme. Je le sais, je le sens. Je sens que je le sais.
Et donc la forme, c'est quoi? Facile. Ouais, c'est le corps, c'est tout simple. Ouais, c'est tout ce qui est matériellement constitué, on pourrait dire. Ouais. Et donc on parlera bien sûr de notre corps et des facultés sensorielles. Ouais, les facultés visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles. On a 5 facultés. Ouais, c'est assez simple. OK. Et ensuite, on a quoi? Les sensations. Ouais, les sensations, c'est quoi? C'est, on pourrait dire, les 5 sens. On pourrait dire Sortie de le ressenti, sensation désagréable, désagréable neutre, exactement. Le ressenti, en effet. Alors, c'est associé aux 5 sens, mais aussi à la conscience mentale. Notre conscience mentale aussi a de la sensation. Ouais, si, par exemple, essayez de penser à un souvenir agréable de votre jeunesse, par exemple. Ouais, un super souvenir. Mais très bref, tout simplement un bref souvenir que vous avez de votre enfance, où ça se passe bien, où c'est vraiment agréable. Vous avez une sensation agréable, non, qui est associée à ça, non? Ouais, ou un souvenir d'une fête que vous avez eue avec vos amis, etc. Il y a une sensation plaisante. Oui. Et donc, en effet, ce facteur mental de sensation, c'est ce qui permet à la conscience d'expérimenter. Ouais. C'est pourquoi on parle de ce facteur mental de sensation comme étant omniprésent. Il est toujours là. Ouais, s'il n'était pas là, notre conscience serait privée de cette faculté d'expérimenter. OK. Ça, c'est le second de nos agrégats. Ouais, donc on a des sensations visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles et mentales. OK, c'est tout simple. Ouais, très bien. Et ensuite, l'identification, ouais, qu'on évoque aussi comme étant la discrimination. Identification. C'est un facteur mental omniprésent aussi. Et c'est ce qui nous permet de distinguer le haut du bas, le bleu du rouge, la droite de la gauche, le bien du mal, etc., etc. Ouais. OK. Donc, c'est un facteur mental omniprésent aussi. Il accompagne n'importe quelle conscience. Ouais, n'importe quelle conscience est capable de distinguer les choses. Ouais. Alors, quand on dit le bien du mal, par contre, là, c'est la conscience conceptuelle qui est capable d'identifier le bien du mal, ouais, de distinguer les choses. Ouais, parce que là, ce sont plutôt des concepts conceptuels. C'est ok. Je vais faire aussi c'est du concept créé et article, des palissades. je vais faire des palissades aussi, oui. Du concept créé et article. Oui, Par exemple, je ne sais pas, le rouge, le vert, le jaune, tout ça. Même si on ne sait pas que c'est le rouge, le vert, le jaune, on voit que c'est différent. oui, exactement. Tout à fait. En effet. Ouais, vous avez entendu ce qu'a dit Florian? Non, ok. Donc, en effet, le bien, le mal, etc., sont des notions qui sont acquises, ouais, dans le sens où le bleu, le rouge, le vert, tout ça, il n'y a pas besoin d'acquérir quoi que ce soit, on les perçoit directement, on les distingue naturellement. Ouais, alors que le bien et le mal, en effet, il y a de l'acquis là-dedans. Ouais, c'est intéressant de voir ça, ouais. Et c'est plutôt conceptuel, en effet. Ouais, de se dire, c'est quoi le bien, en général, c'est quoi la vertu, par exemple, du point de vue bouddhiste. Et même sans parler du bouddhisme, hein, ne pas faire le mal, par exemple. Ouais. On pourrait dire c'est ce qui est une cause, c'est ce qui est inclus parmi les causes du bonheur, ce qui contribue au bonheur, ouais, la vertu. Et la non-vertu, facile, c'est le contraire. Ouais, ok. Et donc, en effet, il faut réfléchir pour avoir cette notion-là. Est-ce qu'un chien, par exemple, ou est-ce qu'un tigre qui va tuer une chèvre, est-ce que pour lui c'est bien ou mal? Pas du tout. C'est juste de l'instinct, c'est juste qu'il doit se nourrir et c'est tout. Ok, ouais, très bien. Donc, l'identification. Ça, c'est très important. Ça fait partie de nos agrégats aussi. Ouais. Ok, donc c'est ce qui nous constitue. Ouais. Ensuite, les facteurs composés, on en a parlé peut-être la dernière fois. Qu'est-ce qu'on avait dit quand on a parlé des facteurs composés? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, excellent. Oui, Sarah dit les facteurs qui sont soit associés à la conscience, soit dissociés de la conscience. Ouais. Ok, donc on avait dit les facteurs composés qui sont associés à la conscience, ben, on peut parler des autres facteurs mentaux qu'on a. Ouais. On a la compassion, on a les afflictions, on a les autres facteurs mentaux omniprésents, etc., etc. Ceux-là sont associés à la conscience. Ouais. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas avoir un facteur mental sans une conscience principale.
Ouais, vous ne pourriez pas avoir la sensation qui flotte dans l'air comme ça, sans être associé à une conscience principale. Ouais. Il y a le facteur mental de sensation parce qu'il y a une conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile ou mentale, quelle qu'elle soit. Ouais. Et donc, ça veut dire que ces facteurs mentaux sont nécessairement associés à la conscience. Ouais. Donc, ce sont des facteurs composés associés. Et il y a des facteurs composés non associés, qui sont, oui, le temps, par exemple, exactement. Le temps, l'impermanence, hein? La personne, exactement. Oui, ce sont des impermanents, mais ils ne sont ni forme, ni conscience. Ouais, le temps, est-ce que le temps a une couleur? Est-ce que le temps... Hein? Pardon? C'est nous qui lui donnons une couleur, exactement. Ouais, on dit, ouais, je passais la période la plus noire de ma vie, ou la période la plus rose de ma vie, etc. Ouais, exactement. Mais le temps lui-même n'a pas de couleur, vous êtes d'accord? Il n'a pas de couleur, il n'a pas de forme, il n'est pas de la forme, il n'est pas de la conscience, il reste impermanent. Ouais, parce que, par exemple, une journée est impermanente, elle vient à son terme naturellement. Des fois, on la sent passer. Oui, exactement. Exactement. Surtout quand on se couche tôt ou tard. Exactement. On sent passer le temps. Exactement. On ressent le temps qui passe. Ouais, quand on est, par exemple, dans une salle d'attente du dentiste, etc. Ouais, ou quand on vient juste de louper son train, etc. On sent le temps qui passe. On se dit, oh là là, il y a 50 minutes. Très bien. Et, pardon, oui. Alors, l'espace, ça dépend. Ça dépend si on parle de l'espace composé ou l'espace incomposé. Ouais, par exemple, dans les agrégats, il y a la forme. Vous êtes d'accord? La forme, c'est la matière. Et donc, quand on parle de la matière, on parle des 5 éléments. Ouais, comme dans le film de Luc Besson. Il y a les 5 éléments. Vous avez quoi comme éléments, d'ailleurs? Terre, eau, feu, air et espace. Et dans ce cas-là, l'espace, vu qu'il fait partie des agrégats, les agrégats sont tous impermanents. L'espace sera un composé non associé aussi. Ouais, on dira, ce sont, par exemple, c'est les trous de nez qui sont soit obstrués, soit pas obstrués. Donc, on dira, c'est une forme de composé non associé. C'est un espace composé. Donc, c'est un impermanent qui n'a ni forme ni conscience, dans ce cas-là. Par contre, si on parle de l'espace incomposé, dans ce cas-là, il sera permanent. Exactement. Et donc, il ne peut pas être inclus dans les agrégats, puisque tous les agrégats sont des divisions des choses impermanentes. Ouais, donc, l'espace incomposé, la vacuité de la personne, ce n'est pas inclus dans les agrégats. Ouais, ça joue? Ou pas? Ok. Oui. Je répéter la dernière phrase. Là. Oui. L'espace incomposé, c'est. C'est permanent. C'est un phénomène permanent. Ouais. Et donc, comme tous les agrégats sont des choses impermanentes, les phénomènes permanents ne sont pas inclus dans les agrégats. Ils sont, Un exemple de l'espace incomposé. alors, par exemple, bah, l'espace qui se trouve entre la table et moi, par exemple. Ouais, ou l'espace qui existe dans toutes les directions. En fait, l'espace incomposé, c'est décrit comme étant une simple absence de contact obstructif. Ouais. Torekapetsam. Ça va, je vais avoir du mal avec le tibétain aussi aujourd'hui. Ouais, torekapetsam. Ouais, ça, c'est juste la simple absence de contact obstructif. Ouais, ça veut dire que, par exemple, je peux bouger ma main. Pourquoi? Parce que là, il y a de l'air, donc il y a des molécules d'air, etc. Et cet air lui-même, il est dans de l'espace, ouais, dans ce qui est une absence d'obstruction. Et donc, ce n'est pas le même espace que celui d'Einstein, parce que celui d'Einstein peut être courbé, ouais, il peut être distordu, etc. Alors que là, une simple absence, on ne peut pas la courber. Ouais. C'est ça un phénomène permanent. Par exemple, l'absence de chat sur la table. C'est une simple absence aussi. Une simple absence n'a pas de substance qui puisse se transformer, qui puisse être produite, etc. L'espace entre un proton et un électron. Oui, c'est aussi l'espace C'est incomposé. l'espace. Oui, c'est exactement ça.
Ouais, ça, c'est l'espace incomposé. C'est un L'espace d'Einstein, Oui, l'espace d'Einstein, on peut le tordre, en fait, hein, mais c'est l'espace, c'est libéral, si on veut dire. C'est l'Einstein, ou pas? Alors, celui d'Einstein, L'espace, dans l'espace. alors je me demande s'il parle vraiment de l'espace sidéral. Je ne suis pas sûr, parce que lui, il parle vraiment de l'espace qui permet la gravitation, etc. Un espace qui peut être tordu justement par la gravitation. Ouais, c'est un petit peu comme un trampoline. Par exemple, l'espace, c'est un petit peu comme celui d'Einstein, c'est comme un trampoline sur lequel on met un poids. Ouais, donc forcément, si on fait tourner, bah, comme une bille il y a un truc comme ça au casino, la bille du truc, la roulette. Exactement. Donc, qu'est-ce qui fait que la roulette peut tourner comme ça? Parce que justement, il y a un équilibre entre sa vitesse et la gravitation. Donc, c'est pour ça qu'elle ne tombe pas tout de suite. Mais quand elle perd de la vitesse, c'est la gravitation qui gagne. Et donc, bah, pourquoi il y a la gravitation? Parce que justement, il y a un petit peu comme ce trampoline qui permet de tordre un petit peu l'espace. Et donc, c'est pour ça que les objets vont se rencontrer. Ouais. S'il y a un manque de vitesse. Ça, c'est un lien avec la matière. Et c'est en lien avec la matière, exactement, tout à fait. L'autre espace, incomposé, c'est justement on un vide de matière. Oui, exactement. C'est une absence de contact obstructif dans le sens une absence de matière, exactement. C'est cette absence de matière qui permet l'existence de la matière. Hein, parce que s'il n'y avait pas cet espace, comment est-ce qu'on pourrait le remplir de quoi que ce soit? Ouais, ça veut dire que si la tasse est déjà pleine, on ne peut rien mettre dedans. Ouais, donc la tasse, et il y a de l'espace dans la tasse, c'est ça qui permet qu'on puisse mettre quelque chose dedans. Là, c'est un peu le même principe. C'est grâce à l'espace qu'on peut se mouvoir, ouais, que les éléments peuvent bouger, etc., etc. Ouais. Est-ce que c'est cette simple absence qui permet ça? Ça, ce qui est rempli, ça, c'est composé. L'espace qui fait partie de la matière. Alors, du point de vue bouddhiste, on dira, comme ça ne fait pas partie des agrégats, ça reste un espace permanent. Mais pour certaines écoles, alors on va peut-être pas entrer dans les détails, mais pour certaines écoles, cet espace. Oui, en fait, simplement parce que l'espace composé, comme il doit faire partie du corps d'une certaine manière, il fait partie des impermanents. Ouais, il fait partie des choses impermanentes et donc ça doit être un espace composé. Parce que tous les agrégats incluent tous les composés, tous les impermanents. C'est une division exhaustive de tous les impermanents. Et donc, on ne pourrait pas inclure dans les impermanents un espace incomposé. Ça ne pourrait pas fonctionner. Ouais, c'est pour ça qu'on parle d'un espace composé dans ce cas-là. Oui, parce que finalement, il est impermanent, l'espace de la place. On ne remplit pas cet espace, on peut devenir un peu blanc avec l'espace. Alors, on dirait qu'elle n'est pas impermanent parce que le thé dans la tasse est circonscrit par l'espace. Il existe dans l'espace, à l'intérieur de l'espace. Comme nous, notre corps, si je me déplace là, je serai toujours dans l'espace. Et si je reviens là, je serai toujours dans l'espace. Ouais. Donc là, cet espace sera vide de moi ou de mon corps. Oui, mais C'est pas physique exactement. je pensais que composé, c'était l'espace rattaché à l'ensemble. Euh, Par exemple, on a donné l'exemple de l'atome, c'est le noyau, c'est des électrons. Pour moi, l'atome, il y a aussi l'espace entre les il y a de l'espace, mais cet espace sera incomposé. Ouais. Exactement. Quand on parle de l'espace, oui, exactement. On dira que l'espace incomposé, c'est parce que l'espace composé, pardon, c'est celui qui fait partie des agrégats, et donc c'est celui qui est impermanent. Mais l'espace incomposé, il n'est pas produit par des causes et conditions. Ouais. Mais attention, il peut exister de manière temporaire. C'est ça qu'on avait vu au cours d'une classe précédente. Il y avait des permanents temporaires et des permanents dans le temps. Attention, attention. Permanent temporaire, ça veut dire par exemple, l'espace dans la tasse, il existe quand la tasse existe. Mais si je casse la tasse, pas de manière malencontreuse forcément, que devient son espace? Que devient sa vacuité? Ça cesse d'exister. Ouais. Mais le temps où ça aura existé, ça aura été permanent. C'est ça, un permanent temporel. Ouais, ça joue? Ça joue? Ouais, ou pas? Non? techniques. Ouais, Oh, ça va. Franchement, il va maintenant pour le monde. ouais. Parce qu'on n'a pas l'habitude de penser aux phénomènes permanents. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. On entend parfois dans les cercles bouddhistes, tout est impermanent, etc. Mais en fait, le Bouddha a dit Sarva Samskara Anicca. Il n'a pas dit Sarva Dharma. Il n'a pas dit tous les phénomènes sont impermanents. Il a dit tous les composés sont impermanents.
Mais parfois, on extrapole en disant tout est impermanent, mais c'est pas vrai. Et donc, il y a des phénomènes permanents, des phénomènes qui existent et qui sont statiques, qui ne changent pas d'instant en instant. C'est ça que ça veut dire un phénomène permanent. Ouais. Par exemple, la vacuité de la tasse. La vacuité de la tasse, c'est une simple absence d'existence inhérente. C'est une simple absence, et donc c'est permanent. Mais c'est un permanent temporaire, parce que quand la tasse va se casser, que va devenir sa vacuité, elle aura cessé d'exister. Mais le moment où elle aura existé, elle aura été statique. Donc elle aura été permanente. Ouais, la vacuité ne devient pas plus grande, plus petite, plus rouge, plus bleue, plus à rayures, plus à poids, etc., plus lente, plus rapide. Elle n'a aucune de ces caractéristiques parce qu'elle est permanente. Et l'espace, c'est pareil. L'espace incomposé, c'est pareil. Ouais. Enfin, ça va mieux? Ok, ouais! Bravo! Ça, c'est extrêmement précieux, ça, c'est le moment de compréhension, oui. C'est soit ça existe, soit ça n'existe pas. Mais il n'y a pas de modification. Exactement, les phénomènes permanents, soit ça existe, soit ça n'existe pas, mais il n'y a pas de modification. Au moment où ça existe, ça ne change pas d'instant en instant. C'est exactement ça. Ouais, ça joue? Magnifique. Ça, c'est très important parce que c'est vraiment les bases de la base, de la base de la philosophie bouddhiste. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, ce soir, j'ai oublié de faire la pub, à 17 heures, je vais donner la classe de révision pour le programme de la FPMT qui s'appelle Explorer le bouddhisme. Et nous en sommes au tout premier module, Explorer l'esprit. Et pour les francophones, je vais donner la classe de révision ici à 17 heures. Si ça vous intéresse, on va parler des phénomènes manifestes, phénomènes cachés. On va parler de la conscience. Ça va être passionnant. Je dis ça, je dis rien. Ok. C'est un programme qui a été fait parce que là, on a exploré le bouddhisme avec vraiment quelque chose d'assez basique, même si, comme vous avez déjà eu des programmes d'explorer le bouddhisme, on peut se permettre d'aller dans des choses un petit peu plus pralinées. Mais habituellement, il y a un pas énorme entre explorer le bouddhisme et le PEBA, le programme d'études bouddhiques approfondies. Il y a un pas énorme entre les deux. Donc, à la PMT, ils se sont dit, c'est bien d'avoir un programme intermédiaire. Donc, il y a Explorer le bouddhisme qui est fait pour ça, ouais, qui est enseigné par deux guichets occidentaux, trois modules pour Geshe Namdak à Londres et un module par Venerable Geshe Losei sur les débats. Et donc, ça va être passionnant. Et ça a juste commencé il y a un mois, en fait. C'est un jeudi par semaine, c'est 2 heures d'études par semaine et une classe de révision par mois. C'est presque rien, mais on apprend beaucoup de choses et on s'amuse. Ok, ok, très bien. Est-ce que pour les facteurs composés, ça joue? Ça veut dire que comme on a des facteurs composés associés à la conscience et des facteurs composés qui ne sont pas associés à la conscience, comme les graines, le karmique, l'impermanence, etc., eh ben, la trousse tout entière, on va simplement l'appeler facteur composé. Ouais, pour être sûr que ça englobe ces deux trucs. Ok, très bien. Et la conscience, oh là là, on a de la chance. C'est vrai qu'on a de la chance de ne pas être une table. Une table, elle n'a pas de conscience. Elle ne souffre pas. Elle ne souffre pas. Elle n'a pas de conscience. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir de la compassion pour une table. Ouais. Par contre, on peut avoir de la compassion pour les êtres conscients, vous voyez, parce que eux éprouvent de la souffrance. On a oublié de faire la prise de refuge et bodhicitta. Ok. Être dans la motivation. Exactement, on est à fond là-dedans. Dans la motivation. Depuis le départ, en fait, tout est inclus dans la motivation. Ok, parce qu'en fait, quand je donne une classe, je fais jamais la prise de refuge, bodhicitta, et rarement, en fait. Et Geshe Rosen fait comme ça, en fait. J'ai appris ça de lui. C'est que, en fait, il appartient aux gens de le faire. Mais ici, comme on est dans un cadre plus officiel, ce serait bien de le faire quand même. On essaiera de le refaire. Mais ça arrive quelquefois que ça tape le plus à la fin de la session. C'est bien ça. C'est une longue motivation. Exactement. L'enseignement, c'est un Oui, délire de la motivation. tout à fait. C'est ça, moi, je trouve. Ah ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, exactement. Je suis tout à fait d'accord parce qu'en effet, parfois, on oublie la motivation, on va faire la prise de refuge, des bodhisattvas comme ça, spontanément, etc. Mais en fait, tout ça, tout ce qu'on est en train de faire, ça nous aide à développer la motivation. On comprend le samsara,
la samsara pour moi et pour les autres. C'est horrible. Et donc, grâce à ça, on pourra développer un refuge et félicité à la fin de l'œuvre. C'est cool ça. Ouais, j'aime bien faire comme ça aussi. Ok. Et là, c'était pas du tout exprès. Très bien, est-ce que ça vous parle? Les consciences, on en a combien? Combien avez-vous de conscience? Enfin, ça dépend à quelle heure vous êtes couché, hein. Six, seulement six. Après, on peut arriver à un nombre incroyable. À combien? 18. Ok, pourquoi pas. 12 ou 18, on pourrait dire beaucoup. Un certain nombre. Ouais. C'est-à-dire que des consciences, on en a à chaque instant qui passe. Ouais. Et donc, on pourrait dire qu'on a 84 000 afflictions. Et donc, 84 000 types de conscience, pourquoi pas? Et 84 000 types d'antidotes à ces afflictions. Donc, ça donne beaucoup, beaucoup de conscience. Mais on peut les résumer à 6. 6, pourquoi 6? Parce que c'est un bon chiffre. Parce qu'il y a les consciences sensorielles et la conscience mentale. C'est facile. Visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile. Et 6 fois 3. Oui, alors, la mauvaise conscience, la bonne conscience, en son âme et conscience. Alors, on pourrait dire que c'est plutôt les sensations qui sont au nombre de 18, parce qu'il y a 3 types de sensations, pour 6 types de conscience, etc. Sensations plaisantes, déplaisantes, neutres. Et pour 6 types de conscience, et donc ça donnera 18 types de sensations. Ouais, mais en effet, on a plutôt 6 types de conscience. Certaines écoles bouddhistes diront 8 types de conscience, mais c'est assez rare, c'est très très rare, c'est rarissime. Ouais, la plupart diront 6. Ok, très bien. Il est quelle heure avec ça? Ouais, génial, super. Ça super. Non, ça va, ça va. Non, non, pas de souci. Je peux regarder sur le. Voilà, merci. Merci. Très bien, est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Ouais, si quelqu'un vous dit, vous demande, ok, combien d'agrégats avez-vous? 5, c'est facile. Oui, ça c'était dans le premier quiz, hein. Ouais, il y en a que personne n'a répondu 3,880 000. Je suis pas allé. Ok, bravo, bravo. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Ok. Oui. Moi, j'ai une question. Prendre avec le Oui. cherche tous avec une la même chose, Oui. mais avec des différentes approches. Oui. Est-ce que ça ne serait pas une bonne chose d'essayer d'aller goûter un petit peu, d'aller un peu, d'aller finalement préparer comme un petit peu de chaque? Oui, ça c'est une excellente suggestion, Philippe. C'est une excellente suggestion. C'est l'un de mes thèmes préférés, les écoles philosophiques. Ouais. Par contre, ça vraiment pas à léger, mais on va se focaliser forcément sur l'école que je suis, et puis Oui. je suis pas une zone trop sûre, je vais Oui. fermer la porte à une autre approche d'une autre école qui pourrait aussi. Exactement. Donc, quand tu parles des écoles, tu parles bien des écoles philosophiques, c'est ça, hein, pas des écoles. OK. Parce que, en effet, ça c'est vraiment très, très important. Si vous avez fait un PEBA, par exemple, il y a tout un module sur les écoles philosophiques. Pourquoi c'est si important? Parce que, en effet, le Bouddha a été extrêmement. Ça, c'est au tout début d'ailleurs du livret que j'ai laissé dans l'avion. Au tout début du livret, c'est mentionné comme ça, ouais, par rapport sur le module 3 aux éditions Mariana, par rapport aux différents enseignements du Bouddha. Ouais, ça, on avait déjà vu ça, hein, on avait déjà vu ça ensemble. On avait vu qu'il y avait l'épisode 1, l'épisode 2 et l'épisode 3, ouais, par rapport à l'enseignement du Bouddha. Dans l'épisode 1, de quoi est-ce qu'il a parlé? Des 4 nobles vérités, principalement, exactement. Ouais, 4 nobles vérités. Mais dans le livret, c'est marqué, s'il n'y a pas les 4 nobles vérités, il n'y a plus les enseignements, ni du véhicule fondamental, ni du Mahayana, etc. Ça n'existe pas. Ouais, c'est nécessairement fondé sur les 4 nobles vérités. OK. Et ensuite, le Bouddha a, dans l'épisode 2, Bouddha 2, le retour, il a parlé surtout des
de la troisième noble vérité, des vraies cessations, c'est avec la vacuité. Il a parlé essentiellement de la vacuité, d'existence inhérente, etc. Ouais, et ensuite, dans l'épisode 3, il a fait une discrimination. Il a dit, OK, il y a des phénomènes qui existent véritablement, il y en a qui n'existent pas véritablement, etc. Parce que certains de ses disciples n'arrivaient pas à sonder la profondeur de la vacuité. Ils ont presque associé ça au nihilisme. Et donc, le Bouddha a dit, OK, pour vous raccrocher aux branches, OK, il y a des phénomènes qui n'existent pas véritablement, mais il y a des phénomènes qui existent de manière véritable. Et donc, ces trois cycles de l'enseignement du Bouddha ont donné plusieurs écoles philosophiques. Ouais, certains, les disciples de Bouddha, se sont dit, OK, le Bouddha a surtout parlé des quatre nobles vérités, c'est surtout là-dessus qu'on doit s'appuyer. Et donc, il y a eu les écoles des Vaibhashika et des Sautrantika. Et ouais, il a fait une parfaite discrimination. C'est pourquoi le troisième cycle, on l'appelle le cycle de l'excellente discrimination. Ouais, c'est pour ça, d'ailleurs. Ouais. OK. Et à d'autres disciples plus préparés, le Bouddha a enseigné la vacuité. Et donc, ça a donné le Madhyamaka, ouais, l'école de la voie médiane. Et les Chittamatrins, ceux qui suivent l'esprit seul, s'appuient sur le troisième cycle, essentiellement. Ouais, donc c'est pourquoi, en fait, le Bouddha était un grand pédagogue. Il n'a pas donné tout à n'importe qui. Ouais, il a donné ce qu'il fallait à, à ses différents auditoires. Ouais, s'il avait enseigné la vacuité la plus profonde dès ses premiers enseignements, les gens se seraient dit, OK, c'est pas fait pour moi. Ouais. Et s'il avait enseigné qu'un niveau grossier de non-soi à ses disciples les plus préparés, là c'est pareil, ses disciples auraient dit, bah, c'est pas fait pour moi, je vais aller chercher plus croustillant ailleurs. Ouais. Et donc le Bouddha était un grand pédagogue. Donc, justement parce qu'un Bouddha est omniscient, c'est pour ça qu'on veut obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est parce qu'on veut enseigner exactement ce qui va convenir parfaitement aux gens, en accord avec leurs dispositions naturelles, leurs capacités naturelles, leurs inclinations naturelles, etc. Ouais. Et donc, ça a donné ces écoles philosophiques. Et après, on a toute une tradition scripturale dans la tradition de la noble tradition de Nalanda, de l'Inde, où il y a tous ces grands textes. Ouais, par exemple, quand on veut étudier la phénoménologie, le dictionnaire, on a l'Abhidharmakosha. L'Abhidharmakosha, c'est du point de vue Vaibhashika. Ouais, l'auto-commentaire, l'Abhidharmakosha Bhashyam, c'est du point de vue Sautrantika. Et Acharya Subandhu a composé d'autres textes, le Panchaskanda Prakarana, etc., du point de vue Chittamatra. Ouais, et les grands textes de Arya Nagarjuna qui ont commenté les enseignements du Bouddha sur la perfection de sagesse, c'est le Madhyamaka, c'est le Prasangika Madhyamaka. Ouais, tous les textes sur l'Abhisamaya Alamkara, c'est le Swatantrika Madhyamaka, etc. Ouais. Et donc, si on ne connaît pas ces écoles philosophiques, on risquerait d'être perdu en se disant, waouh, mais, hein, pardon? Exactement. On pourrait se dire, par exemple, oui, si on suit le point de vue Vaibhashika en se disant, bah, quand on obtient le nirvana, on s'absorbe dans la cessation, dans l'anéantissement. Moi, ça ne me convient pas du tout, par exemple. Ouais, donc c'est pourquoi il faut pouvoir changer de crèmerie. Et dire, ah bah non, je préfère le point de vue marianiste. Ah oui, le point de vue marianiste, en effet, il continue d'exister. Ouais. Mais donc, parce qu'il y a quelque chose de cohérent derrière cette existence, pas simplement parce que je suis attaché à mon existence, parce que, ou à mon moi, que j'ai horreur d'imaginer que je vais m'anéantir, mais parce qu'en effet, il doit y avoir des raisonnements qui sous-tendent cette possibilité de la conscience. Ouais. Et donc, c'est pourquoi ce sont des écoles qui mènent l'une à l'autre et vers une compréhension de plus en plus profonde. C'est pour ça qu'on étudie ces écoles philosophiques, ouais. Et quand on aura notre module sur la vacuité, on parlera un petit peu de ça. On ne va pas aller vraiment dans les détails, mais on parlera de ces écoles philosophiques parce que c'est passionnant. C'est passionnant de prendre les lunettes Vaibhashika et de regarder le monde avec les lunettes Vaibhashika. Et ensuite de regarder le monde avec les lunettes Sautrantika, puis Chittamatrin, puis Madhyamika. C'est passionnant. C'est pas pour autant que ça va complètement nous troubler ou va nous tourmenter. Non. Le but, c'est le même. Au contraire, exactement. Ça va nous permettre de clarifier les choses. Ouais, ça va nous permettre de clarifier les choses. D'ailleurs, c'est de ça que je voulais vous parler quand on va parler du Lamrim. Ok, donc ça on a vu déjà. Ok, le karma et les klishas. Ok. Je voulais vous parler du Lamrim. Euh, c'est que, en effet, il y a différents points de vue philosophiques, il y a différents enseignements donnés par le Bouddha. Et il a enseigné pendant 45 ans, ouais, comme on l'a dit. Et donc, forcément, comme il y a eu des auditoires différents, il a enseigné des choses différentes. Et parmi, justement, les grandeurs du Lamrim,
c'est de montrer qu'il n'y a pas de contradiction interne dans les enseignements du Bouddha. C'est-à-dire que même s'il enseigne le Vaibhashika en disant oui, on s'anéantit, etc., malgré tout, c'est avec une intention particulière, en ayant à l'esprit quelque chose de plus profond, mais qui doit s'adapter à un auditoire particulier. Comme un prof de français ne va pas enseigner la philosophie ou la dialectique à ses étudiants qui ont besoin d'étudier l'alphabet. Ouais, il va enseigner l'alphabet. Et ensuite la grammaire. Et ensuite la poésie ou la dissertation. Ouais, mais pas dans l'ordre, pas dans le désordre. Et là, c'est pareil pour le Bouddha. Ouais, le Lamrim, les étapes de la voie vers l'éveil, c'est enseigner, parcourir la voie, étudier, parcourir, enseigner la voie vers l'éveil d'une manière cohérente, de A jusqu'à Z, en comprenant qu'il n'y a pas de vraie contradiction interne. Il y a des contradictions apparentes, mais il n'y a pas de contradiction interne. Et ça, c'est l'une des grandeurs du Lamrim. Ouais, pourquoi est-ce qu'on étudie le Lamrim? Parce que ce corpus a quatre grandeurs. Ouais, la première des grandeurs, c'est de voir que le Lamrim, les enseignements du Bouddha, échappent à la contradiction. Parce que sinon, on pourrait se dire, oui, le Bouddha, dans les quatre nobles vérités, a parlé du non-soi grossier, a parlé uniquement du non-soi de la personne. Ouais. Et il a parlé de la personne qui s'anéantit au moment du nirvana sans résidu, etc. Ouais, donc après, on va remettre en question et se dire, ah ben non, finalement, le Bouddha a une intention particulière derrière tout ça. C'est la seconde grandeur de l'Amrit, ouais, c'est de découvrir l'intention du Bouddha dans ses enseignements. Ouais, qu'a voulu dire le Bouddha? Ouais, il a voulu nous amener vers son enseignement le plus profond, progressivement, de manière pédagogique. Ouais, Je suis pas convaincu de mes patients. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je pense que c'est vraiment qu'il faut annuler complètement immédiatement ce qui me fait. non. Finalement, c'est Oui, exactement. Une école peut remettre en question un point de vue d'une école plus basique, mais tout en gardant plein de choses. Ouais, ça veut dire que on essaie de dégrossir notre compréhension. C'est un petit peu comme ça. Ouais, quand on essaiera d'étudier cette école de la voie médiane, etc., euh, avec la vacuité, parce que je ne sais plus quel module c'est la vacuité, mais on l'abordera d'une manière ou d'une autre. Et en effet, on verra qu'il y a beaucoup de choses qui sont très utiles dès le départ. Par exemple, les Vaibhashikas, ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, si on étudie les, euh, les agrégats, par exemple. Ouais, la, la stratégie des Vaibhashikas, des tenants de l'école la plus basique, c'est d'essayer de chercher qu'est-ce que la brique constitutive de la réalité. Ouais, et donc, c'est ce que fait la science, ouais, la science qui cherche le boson de Higgs, par exemple. Ouais, c'est quoi la brique la plus minimaliste de la réalité? Et les Vaibhashikas vont faire ça, vont dire, OK, une fois, une personne est constituée de quoi? Bah, forme, sensation, identification, facteur composé, conscience. Et donc, on va disséquer les formes, on va les analyser. On va dire, bah, c'est quoi la forme? La forme est constituée de particules subatomiques. Ouais. Et donc, les Vaibhashikas vont dire, bah, les particules subatomiques on résistent à l'analyse. Donc, c'est vraiment la brique constitutive de l'univers. Et donc, ils vont dire, c'est ça une vérité ultime. Une personne, c'est une vérité relative. Mais les particules, etc., sont très impersonnelles. Les particules, les instants infinitésimaux de conscience, c'est très impersonnel. Et donc, c'est la stratégie des Vaibhashikas de découvrir le non-soi comme ça, en disséquant les agrégats. Ils vont dire, la personne, c'est une vérité relative, c'est made in China. Alors que, je ne dirais pas. alors que les particules subatomiques, les moments de conscience infinitésimaux, ça, c'est du made in Germany, ça, ou made in Switzerland. Ça tient la route. Ou made in Belgium, si vous préférez. Ça tient la route, ça résiste à l'analyse. Et donc, c'est leur stratégie pour découvrir le non-soi. C'est magnifique, cette stratégie un peu mécaniste des Vaibhashikas. Mais ce n'est pas encore l'aboutissement. Ouais, après, les autres écoles vont dire, mais finalement, où sont les particules infinitésimales? On peut les scinder encore, encore et encore, etc. C'est magnifique, ces recherches-là. Ouais. Est-ce que dans le il y a des conflits, il y a Il y a des débats, défendre en position, la tienne, c'est bien. il y a des débats, mais entre débat et conflit, c'est pas la même chose. Le débat dans la tradition indo-tibétaine est extrêmement mis à l'honneur. Ouais, parce que c'est apprendre déjà à se distancer par rapport à ses propres vues, se dire je ne suis pas ma vue, même si ma vue est incorrecte, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vue. Ouais, donc de se distancer par rapport à ses opinions et se distancer par rapport aux opinions d'autrui. Ouais, de se dire que les autres personnes ne sont pas leur vue.
Ouais, on peut garder de la compassion vis-à-vis de quelqu'un d'extrême droite. Heureusement, d'ailleurs. Ouais, et se dire, moi, je ne suis pas d'accord avec les points de vue d'extrême droite, mais j'ai de la compassion vis-à-vis de ces personnes-là. Ce sont des êtres conscients. Donc, de distinguer tout cela. Ouais. Ouais. C'est très important. Et le débat est extrêmement constructif. Ça a permis, par exemple, pendant les siècles, entre les hindous et les bouddhistes, parce que quand le Bouddha est arrivé, il était dans une tradition hindoue, ouais, avec beaucoup de traditions brahmaniques, etc. Donc, il a fallu que le bouddhisme fasse sa place d'une certaine manière. Et donc, il y a eu beaucoup de débats inter-écoles. Et ça a raffiné les points de vue. C'est-à-dire que les bouddhistes ont essayé de trouver des réponses aux contre-arguments des hindous et inversement. Et ça a raffiné les deux traditions au fil des siècles. Et une fois que le bouddhisme était suffisamment installé en Inde, il y a eu des débats intra-écoles à l'intérieur du bouddhisme. Et là, ça a été aussi passionnant. Pendant Arya Nagarjuna qui remet en question le Vibhashika, le Sutrantika, le Chittamatra, Acharya Chandrakirti qui remet en question le Chittamatra, etc. C'est magnifique. Mais jamais les personnes. Alors parfois, bien sûr, chez les Tibétains, ah, ils ont un peu l'invective un peu facile chez les Tibétains en disant ah mais ils n'ont rien compris, etc. Mais en fait, il faut mettre ça de côté. Il faut mettre ça de côté et se dire ce n'est qu'une vue qui est remise en question. Et il y a des choses qui sont gardées, bien sûr. Hein, ça, c'est très important. C'est jamais totalement blanc ou totalement noir. Ouais, il y a des zones de gris. Non, il n'y a pas eu de lutte, il n'y a pas eu de conflit. C'était vraiment du débat constructif. Ouais, et vraiment, dans la tradition indo-tibétaine, le débat, c'est un art didactique. Ouais, quand on interagit, quand on discute avec les gens, etc., c'est une pâle imitation du débat, bien sûr, mais ça permet de clarifier les choses, de savoir ce que les autres pensent, etc. C'est très important parce que si on veut remettre en question une vue, il faut la connaître. Sinon, on écarte d'un revers de main une vue, on dit ah non, 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 tant que c'est pas ma vue, je la remets en question, etc. Non, c'est pas du tout une démarche scientifique ou une recherche spirituelle. Une recherche spirituelle, c'est se dire ok, c'est quoi la réalité? Qu'est-ce que la réalité? Que propose le Bouddha? Quelles sont les hypothèses de travail sur lesquelles je peux fonder ma recherche? Ouais, mon esprit critique. Ouais. Mais il faut un contenu informatif, il faut l'esprit critique et l'ouverture d'esprit en même temps. Si on n'a que l'esprit critique et pas l'ouverture d'esprit, ben, dans ce cas-là, on est juste fermé. Ouais. Si on a l'ouverture d'esprit mais pas l'esprit critique, on est juste crédule. Ouais, donc il faut les deux. Exactement. Ce qu'on est en train de voir là, on parle de notre vie en ce moment. C'est-à-dire que tout ce qui se passe ici sur l'écran et tout ce qui se passe, tout ce que je suis en train de dire, ça parle de nous. En fait, le Bouddha nous parle de nous, de ce qui se passe en nous. Hein. Ce n'est pas du tout des choses dans les sphères intellectuelles, etc. Même s'il y a des aspects techniques, bien sûr. Mais il nous parle de nous quand il dit c'est ainsi qu'à cause de l'ignorance, il y a les formations karmiques, à cause des formations karmiques, il y a la conscience. À cause de la conscience, le nom et la forme, les sources, les sensations, la soif, la saisie, le devenir, la naissance, la renaissance, la vieillesse et la mort, il parle de nous, de ce qui se passe en nous. C'est le cas du fait qu'il aurait dû la plus poussée, la plus victime. Est-ce que Oui. c'est officiellement reconnu ou c'est simplement que le débat est aussi. Alors, oui, en effet, si on dit par rapport à la vue prasangika, ouais, parce que si on doit parler de ça, par exemple, si on parle de, en effet, le pouvoir du karma et des kleshas, le karma et les kleshas, il y a des choses très spécifiques du point de vue prasangika. Ouais. Et donc, en effet, il faut en parler un petit peu. C'est l'école considérée comme étant la plus aboutie, mais euh, qui va décrire parfaitement ce qu'est le prasangika. Toutes les écoles tibétaines, Nyingma, Sakya, Kagyu, Gelug, prônent être détentrices de la vie prasangika. Mais après, quel est le contenu de l'école prasangika qu'elle prône? Là, ça va être différent. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Ok, donc ce qu'on essaye de faire, c'est de voir, ok, pourquoi est-ce que le Prasangika est considéré comme l'école la plus aboutie? Parce que on pourrait se dire que non seulement, en effet, on n'arrive pas à la remettre en question, mais en plus, on pourrait dire que la physique quantique tend à aller dans le sens de la vue Prasangika, la vue séquentialiste. Ouais, dans le sens où il n'y a pas d'objet sans sujet. Ouais, ça veut dire que c'est l'expérience quantique de la double fente. Ouais, avec les électrons, on projette des éléphants. Oh, je l'avais dit, Je crois qu'on n'a pas pris de pause. c'est pas grave.
entendu le message de ça. Oui, exactement. Ça veut dire qu'on a besoin d'une petite pause. Donc, je vais terminer ça et après on va faire une petite pause. Ouais. OK. Donc, on ne projette pas des éléphants, non, on est non violent. On projette des électrons à travers une double fente. Et donc, c'est magnifique. Il y a des petites vidéos, vous trouvez ça sur YouTube, hein, c'est facile à comprendre, même pour des gens nuls en sciences comme moi. On arrive à comprendre les choses. C'est-à-dire que on s'attend à voir la plaque qui est marquée juste au niveau des deux fentes. Mais non! Et non, pas du tout. Surprise, on voit la plaque qui est marquée partout. Et donc, ça veut dire que quand on ne mesure pas, l'électron est une onde, d'une certaine manière, de manière grossière. Ouais, quand il n'y a pas de sujet qui appréhende l'objet, et l'objet est plutôt une onde. Et l'objet devient un électron, une particule, quand on le mesure. Quand il y a un sujet qui est là. C'est magnifique ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'objet sans sujet. Ça, c'est proche de la Viprasangika. Mais Arya Nagarjuna, dans le Vedalya Sutra Prakarana, dira il n'y a pas que l'objet qui dépend du sujet, le sujet aussi dépend de l'objet. Ouais. Pramana, la condition valide, et Prameya, l'objet de la condition valide, dépendent l'un de l'autre. Pas d'objet, pas de sujet, pas de bras, pas de chocolat. Oui, en fait, l'ultime, au sens ultime, c'est toujours à la négative. Ouais, c'est toujours à la négative. Il n'y a ni unité, ni altérité, etc. Comme dans l'hommage de Arya Nagarjuna au tout début du Madhyamaka Shastra, hein, du traité racine de la voie médiane, qui dit il n'y a ni unité, ni aller, ni venue, ni unité, ni diversité, etc. Ultimement. Ouais, ça, c'est magnifique. Donc, on aura largement le temps d'en reparler. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en effet, c'est le point de vue Prasangika qui va remettre en question les kleshas. Les kleshas, ce sont les afflictions et pour le prasangika, les afflictions vont être considérées comme étant extrêmement subtiles, celles qui sont nées en dépendance d'une saisie d'existence inhérente. Ouais. Et donc, ça, ce n'est pas du tout accepté par les autres écoles. C'est pourquoi le prasangika est l'école la plus aboutie. OK, on va faire une petite pause. OK, ça, on va en reparler après. OK, petite pause. Où est-ce que j'arrête le truc? Voilà, c'est bon. Est-ce que j'arrête l'audio? C'est bon, ici. Je suis super. Très bien. Ok, donc de quoi est-ce qu'on a parlé ce matin? Oui, on a du samsara. On est dans la définition, une des définitions du samsara, ouais, qui est ce qu'on avait dit, qui était voilà, la jonction récurrente aux agrégats d'appropriation contaminés par le pouvoir du karma avec les chats. Ok. Jonction récurrente, oui, ça veut dire qu'on a dit il y a une continuité et que le samsara, si on ne fait rien pour y mettre un terme, il s'entretient de lui-même. Ouais, ça veut dire que tous les êtres et nous-mêmes, on a tourné dans la samsara depuis des temps sans commencement. Il n'y a même pas eu de générique de début à notre histoire samsarique. Il n'y a même pas eu de générique de début. Ça peut donner le vertige. Moi, quand j'y pense, ça me donne une notion waouh, hein, d'où viens-je? Exactement, d'où viens-je? Où vais-je? Où cours-je? C'est exactement ça. OK, aux agrégats, oui. Juste une question, la constellation elle devient toujours plus longue. Ah, c'est une bonne question posée par Antoinette. On est sans commencement, mais on devient toujours plus nombreux. Ouais. Et donc, en effet, pour ceux, bien sûr, qui connaissent Avengers et tout ça, il y a le multivers de Doctor Strange. Et donc, pour le bouddhisme aussi, il y a un multivers, ça veut dire qu'il y a un nombre d'univers incalculable. Il y a un nombre euh, sans fin d'êtres. Ouais. Mais du point de vue des mathématiques, c'est fini, dans le sens où il n'y a pas de nouveaux êtres qui se sont produits. Alors, on pourrait se dire, par exemple, oui, on est plus nombreux sur cette planète en tant qu'être humain. Mais, par exemple, on pourrait se dire, imaginons que d'innombrables êtres aient accumulé, bien sûr, les causes pour un être sous forme humaine et que malgré tout, en ce moment, il soit sous forme animale, par exemple, d'insectes. Ouais, il suffit d'un incendie, un feu de forêt, et il y a énormément d'insectes qui vont mourir, et donc d'innombrables insectes qui vont prendre naissance sous forme humaine sur d'autres planètes et sur la nôtre. Donc c'est pourquoi, en fait, il n'y a pas de nouveaux êtres, mais ils viennent bien de quelque part, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais.
parle des insectes, il y en a déjà de moins en moins. Oui. Et, Et donc, si, je suis complètement des enseignements une personne qui dit c'est terrible pour avoir plus d'ordre, plus rien à manger, on va pouvoir manger de bien d'hiver. oui, Donc, plus d'insectes. Euh, Qu'est-ce qu'il disait? En une année, on a assassiné 60 milliards d'animaux terrestres, oui, voire 5 minutes de thèse notamment insectes, oui, et 1000 milliards d'êtres qui voilà, marins, enfin, dans oui, oui, vraiment. exactement. Et, Et ça, c'est une réalité. les insectes, Ah oui, oui. la plupart du temps, Oui, c'est une réalité, hein. Il y a beaucoup moins d'insectes, il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu, etc. C'est une réalité. Mais en effet, si on voyait uniquement les choses sur cette seule planète, ça poserait question. Ouais, mais si on se dit qu'il y a différents univers, etc., et que, par exemple, avant, du point de vue scientifique, on ne pouvait même pas imaginer que les volcans sous-marins, comment dire, les geysers sous-marins, pourraient y avoir des êtres qui vivaient là. Et pourtant, il y a des crevettes qui vivent là, et pourtant, il y a de l'ammoniac, et il y a tout ça, et pour nous, ce serait, on mourrait immédiatement. Mais il y a beaucoup d'êtres qui vivent là et qui sont très satisfaits de cet environnement. Ouais, parce qu'ils ont créé les conditions karmiques. Le karma et les êtres, en fait, l'environnement extérieur et les êtres, comme dit Mathieu Ricard, c'est comme deux coquilles de noix qui matchent parfaitement. C'est-à-dire que là où on va vivre, eh ben, on a créé les causes pour cet environnement-là. Mais en effet, là, on est en train de détruire l'environnement sur cette planète. Il y a beaucoup d'insectes qui disparaissent. Ça ne veut pas dire que leur continuum cesse pour autant. Ils vont nécessairement renaître, pas nécessairement en tant qu'être humain de cette planète-là, mais ailleurs. Il y a d'innombrables, ça peut être sous forme de préta, des esprits avides, dont on ne voit pas le corps, etc. Ça peut être sous forme de déva, ça peut être sous d'innombrables formes. Exactement. Ça ne veut pas dire que le nombre d'êtres, de la population des êtres grandit ou diminue, etc. C'est infini de toute façon. Ouais. Mais dans un lieu en particulier, une période particulière, il y a plus d'êtres humains ou moins d'êtres humains, etc. Ça, c'est tout à fait normal. Ouais. Donc les deux ne se contredisent pas, en fait. Ouais. OK. Et donc, en effet, on a un nombre d'êtres infinis qui tournent dans le samsara depuis des temps infinis. Ouais, si on y pense bien, on se dit, ouais, c'est horrible, il faut vraiment faire quelque chose. D'où ce constat qu'on est en train de faire. Où est-ce que nous sommes? Ouais, où est-ce que nous en sommes? Ouais, ok. Et donc, on a la jonction récurrente aux agrégats d'approbation contaminés. On a vu tout ça par le pouvoir du karma et des kleshas. Et donc, ça, c'est intéressant de voir ça. Karma et klesha, ouais. Karma et klesha sont les vraies origines. Ouais. Vous connaissez les quatre nobles vérités, vous les connaissez par cœur comme un mantra? Paf, 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 paf. Oui, les vraies souffrances, les vraies origines de la souffrance, les vraies cessations de la souffrance et les vraies voies qui mènent vers la cessation de la souffrance. Bravo. Là, c'est beaucoup plus efficace que le mantra de Arya Manjushri, etc. Beaucoup plus efficace. Ok, donc les quatre nobles vérités, c'est mentionné vers les pages certainement 15, quelque chose comme ça, du livret. Et aussi l'ignorance, les distorsions, etc., vers les pages 23, etc. Si vous voulez revenir, c'est très, très intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Ok, donc on peut voir en effet que tout se rapporte à l'esprit. On a dit en effet la jonction récurrente. Pourquoi? Parce que notre esprit est sans début ni fin. Le continuum de notre conscience la plus subtile est sans début ni fin. Ouais. On s'approprie des agrégats contaminés à cause de l'ignorance fondamentale. C'est de la conscience, l'ignorance fondamentale. Ouais, le karma, c'est de la conscience. Les kleshas, c'est de la conscience. C'est magnifique, ça. Tout revient à l'esprit dans le bouddhisme. Ouais, le karma, c'est quoi? C'est le facteur mental intention. Ouais, tout à l'heure, on a parlé des facteurs mentaux, ouais. L'identification, la sensation, etc., les facteurs mentaux omniprésents. Il y a aussi l'intention, c'est ce qui dirige notre esprit vers ceci ou vers cela. C'est ça le facteur mental intention, qui bouge, qui fait bouger notre esprit vers ceci ou cela. Et le karma, c'est le facteur mental intention. Un facteur mental, c'est de la conscience, c'est de la cognition. Ouais. Et les kleshas, c'est quoi? C'est les afflictions, c'est des états d'esprit, c'est des consciences, des facteurs mentaux distordus. Ouais, exactement. Et donc, c'est de la conscience. Tout revient à notre esprit. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Pourquoi est-ce que je traîne dans le samsara?
Pourquoi? À cause du karma et des kleshas. Mais si j'observe dans ma journée combien de pensées destructrices j'ai, combien de pensées j'ai déjà, combien de pensées destructrices j'ai, et combien de fois j'essaie de remettre, de transformer une pensée malsaine et de la remplacer par une pensée saine. C'est ça notre boulot de personne spirituelle au quotidien. Parce que c'est bien sûr important de connaître la définition du samsara, mais aussi c'est important de se connaître soi-même. Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit au quotidien? Combien de pensées avez-vous dans une journée? 84 000! C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Parce qu'on est en Suisse. Ça semble beaucoup, mais si on imagine le nombre de pensées qu'on a dans une journée, j'imagine que c'est bien plus que ça, non? Je sais pas. Peut-être des centaines de milliers. Et il y en a beaucoup qui sont inconscientes, exactement. Il y en a beaucoup dont on ne prend même pas conscience. Exactement. Quand on rêve, on a des pensées. Waouh! Combien de pensées on a? Oui. Au même niveau, d'ailleurs, il y a Aurélien Barraud, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Aurélien Aurélien Barraud. un musicien, il parle très bien, il parle de ça, quoi. Ça ne vient pas de n'importe quoi. Et c'est vrai qu'au niveau, en un moment, on a dégommé 45% des insectes. Donc, au niveau des insectes, ou même des insectes qui peu à peu disparaissent de cette terre et qui vont être réincarnés ou renaître sous une nouvelle forme, et même si la population humaine est Exponentielle. grandie, ça sera peut-être qu'on va amener à suivre la même état d'un insecte et continuer Ah oui, notre voyage sans s'arrêter sur oui, oui, ah oui, ça c'est tout à fait, c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie qu'on va naître sous forme humaine. Et loin de là. Ouais, c'est ça qu'on va voir dans la suite de l'amour. On va trouver la réponse à la question de Philippe. Ouais, on va voir ça. C'est pas une garantie du tout. C'est pas parce qu'on est un être humain actuellement qu'on sera toujours, qu'on l'a toujours été. Exactement. Ça, c'est très important. je parle au niveau global, Ah oui, 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 oui. une connaissance, mais la connaissance de la condition Ah, tu veux humaine, dire que l'espèce humaine pourrait se transformer en espèce animale? des insectes, Ah oui, alors on pourrait se dire que si parmi dans la nature, s'il y a minéral, végétal et animal, s'il n'y a pas plus que ça, puisque nous ne sommes pas des minéraux et nous ne sommes pas des végétaux, en tout cas, ça dépend si on est dans le sommeil profond, on pourrait se dire oui, on pourrait ressembler à un végétal, mais en général, nous ne sommes ni des minéraux ni des végétaux, et donc qu'est-ce qui reste? Nous sommes des animaux, ça reste ce que disait Aristote. Oui, nous sommes des animaux politiques, zoon politikon. Oui, nous sommes des animaux politiques, nous sommes des animaux sociaux. Oui, donc d'une certaine manière, oui, puisque nous sommes des existants, nous ne sommes ni minéraux ni végétaux, nous sommes des animaux, d'une certaine manière, des animaux un peu plus, comment dire, euh, hein? évoluer, Oui, je voulais pas trop dire ça, je voulais dire un petit peu plus caractériel parfois, plus conceptuel, etc., que les animaux, et c'est aussi notre tort, c'est notre croix aussi. Ouais, on va essayer d'en parler. Ouais, et c'est justement pourquoi je parle des pensées aussi. Combien de pensées on a dans une journée? Combien de pensées délibérées nous avons dans une journée? Ouais, parce qu'on a plein de pensées qui viennent comme ça, parce qu'on a des stimuli sensoriels, et donc ça nous rappelle ceci et cela, et donc on pense, on rêvasse, on rumine, etc. Mais combien de pensées délibérées où on se dit, je décide de penser à ceci ou à cela. Je décide de penser à l'altruisme. Je décide de penser à la souffrance des êtres. Je décide de penser à l'écologie. Je décide de penser à ceci ou cela. Combien de fois dans une journée ça nous arrive? Quand on médite en général, exactement, quand on médite, là, c'est la période la plus rêvée pour ça, puisque la méditation, c'est fait pour ça. Mais dans une journée, en effet, en dehors de la méditation, combien de fois on a pris cette habitude-là? Ça, c'est très important de le vérifier pour soi-même, pas pour le dire aux autres, etc., mais pour soi-même. Combien de fois on a des pensées qui sont délibérées, où je décide de penser à ceci ou cela? Oui. est-ce que tu peux me dire quelle sera ta prochaine pensée? Alors oui, on peut décider. Par exemple, ma prochaine pensée, c'est d'examiner la question de Florian, par exemple. Lorsqu'on travaille, on est concentré sur ce qu'on fait. C'est pour moi, une pense à bien d'autres que je fais
Ouais, concentré, selon suivre ce que je fais, une bonne partie de la journée, il n'y a aucun espace pour les autres pensées. Parce que ça, c'est aussi des pensées délibérées. Ah oui, D'accord, ça peut dire que bien c'est pas sûr. le même genre de pensée. Oui, oui, c'est délibéré. C'est pareil que quand justement on s'observe, Alors, il y a deux types de motivation. Donc, la question de Florian, c'était est-ce que quand on est concentré sur notre boulot, etc., et qu'on se dit, voilà, je vais être attentif à ceci et cela, on a un mode de pensée délibéré. Même si on ne pense pas à d'autres choses, etc., on a quand même décidé de penser à ça. Oui, c'est délibéré. Et euh, qu'est-ce que tu disais après, Jonathan? c'est vrai que c'est délibéré, mais généralement, ça rend pas compte, on est tellement concentré sur ce qu'on Ah fait oui, que oui. on est encore sur le pilote automatique de Samsara. Ah Pas oui, dans cette recherche qu'on devra avoir cette attention, tu dis, tiens, je suis en train de faire oui. Alors, ça dépend. Ouais, ça dépend. ça. Alors, je suis obligé de répéter à chaque fois pour les gens qui sont en ligne. Alors, ça va vous obliger un jour à venir à Martigny quand même. Que, en effet, que c'est pas nécessairement délibéré au moment où on est en train de faire la chose, mais on a deux motivations, la motivation initiale et la motivation au moment où on agit. Ouais, donc, on peut avoir une motivation, par exemple, quand on médite, on se dit, je vais penser à ça, et au moment où on est en train de penser à ce truc-là, délibérément, on n'est pas nécessairement en train d'avoir à nouveau cette motivation-là. Ouais, mais ça a été produit par une motivation initiale. Donc, c'est bien d'avoir les deux, de temps en temps, d'avoir la vigilance et de se dire, OK, est-ce que je suis vraiment en train de penser à ce à quoi je voulais penser? Ouais, etc. Donc, il y a ces deux façons d'envisager les choses. Ouais. C'est pas nécessairement parce que, en effet, même si on est en pilote automatique, malgré tout, il y a eu une motivation initiale de se dire, je vais être attentif à ceci et cela. Et en pilote automatique, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est utile aussi, mais ça peut être destructeur. Si on médite et qu'on est en pilote automatique au boulot, c'est très intéressant parce qu'au boulot, on peut vraiment, moi j'ai bossé aussi beaucoup à l'usine par le passé, et c'était intéressant de voir que la journée pouvait passer beaucoup plus facilement si je pensais à autre chose, parce que les gestes étaient tellement automatiques que, il fallait juste mettre des chocolats dans des ballotins sans même les manger. C'est horrible. Et donc, au bout d'un moment, mais même dans d'autres usines où je bossais la nuit, etc., pour les phares de voitures, etc., où on peut avoir une vie extrêmement riche pendant le boulot parce que bah, on est tellement focalisé, enfin, les gestes sont tellement automatiques que... Et tu voulais dire quelque chose, Philippe, aussi? Et moi, je voulais dire aussi autre chose, pardon, le temps que tu retrouves Exactement. Et que, en effet, le pilote automatique, c'est très intéressant, mais ça peut aussi être très dommageable pour la méditation. Ça veut dire que le cerveau se met en pilote automatique et là, il y a plus de marge de progression. Ouais, pour la méditation, c'est très important de rester dans l'attitude de débutant, de se dire, OK, c'est encore nouveau, c'est encore frais, c'est encore une nouvelle méditation. Parce que sinon, on se met en pilote automatique et là, il y a pas de progrès possible. On peut passer des heures et des heures en méditation sans progresser à cause de ça, à cause du pilote automatique. Ouais, il y avait un neuroscientifique qui parlait de ça, qui parlait de la différence entre l'amateur et le professionnel. L'amateur reste sur le niveau pilote automatique. Le professionnel essaie à chaque fois de remettre le travail sur un ouvrage. Ouais. C'est comme si parallèlement et involontairement, notre esprit continuerait, malgré le degré de concentration que j'ai sur mon jour, Oui. continuerait inconsciemment de tourner. Ah oui, 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 c'est ça qu'on voit quand on est en méditation, hein, quand on développe la vigilance et qu'on est censé méditer, par exemple, sur une visualisation ou quoi que ce soit, que parfois on a les sous-titres. Ouais, on fait les sous-titres intérieurement. On a ce qu'on appelle en tibétain Namto ou Ogyu. On a le Ogyu, on a le continuum souterrain des proliférations conceptuelles. Ouais, on a un petit peu comme quand on est focalisé sur ce qu'on est en train de faire ici, là, on essaye de faire des diapos, etc. Et on entend, par exemple, la radio au loin. Ouais, c'est un petit peu comme ça, non? Vous avez déjà eu cette impression-là quand vous êtes en train de méditer, vous avez un petit peu comme si vous n'êtes pas encore en train d'écouter. C'est une radio en langue étrangère, donc vous n'êtes pas impliqué dans la discussion. Vous entendez des gens tout simplement discuter dans le train. Ouais, une langue que vous ne parlez pas, et donc vous n'êtes pas impliqué dans la discussion. Mais il y a quand même quelque chose qui est là, ouais, en souterrain. C'est un petit peu le même principe. C'est un petit peu le même principe. Et donc, l'idéal, c'est de chercher à observer ce qui se passe dans l'esprit. Est-ce que j'entends cette fréquence radio, etc., dans laquelle je ne suis pas impliqué, ou est-ce que même je suis impliqué dans la discussion, etc., dans mon propre discours intérieur, ou est-ce que j'essaie de remplacer cette pensée par une autre?
C'est ça le boulot d'un être spirituel. C'est pas plus que ça. Souvent, on se dit, ouais, il faut faire sonner des cloches, etc., etc. Mais en Suisse, les vaches arrivent très bien à faire sonner des cloches. Ouais. Et- Non, c'est pas possible parce que là, je suis en train d'avoir une réflexion sur la situation du corps, ah parce oui, qu'il y a tellement de paramètres. Et c'est- pourtant, le but du jeu, c'est quand même d'avoir la conscience assez large pour alors on ne la bloque pas. Ouais, on ne va pas bloquer les consciences, mais on apprend à les snober. Ouais, on apprend à les snober. Alors, à Snowball, les consciences sensorielles. Ouais, parce que là, ici, ce que montre le Shadow de Luc, c'est vous êtes ici. Où est-ce qu'on est? On est là, perdu dans les gratifications sensorielles. On est la plupart du temps. Hein, je ne parle pas de vous, je parle de moi, d'un être ordinaire, lambda, etc. Mais perdu dans ces gratifications sensorielles, dans les stimuli sensoriels. Il suffit de voir les pubs, il suffit de voir n'importe quoi. Vous allez voir que, ou un supermarché. Ouais, vous allez voir qu'il faut à tout prix attirer l'attention. Ouais, il faut à tout prix que les consciences sensorielles, visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles soient au maximum euh, gratifiées. Et donc, qu'est-ce que ça engendre? Une aporie de la conscience mentale qui est totalement laissée à elle-même et parfois surmenée dans les concepts, etc., mais sans jamais vraiment avoir du pouvoir, sans jamais avoir de pouvoir sur les concepts, juste simplement bouffé par ses ruminations ou par ses émotions. Et c'est tout. Alors que notre boulot de personne spirituelle, justement, c'est de faire la part des choses. Oui, il y a les gratifications sensorielles, mais on apprend à avoir une certaine distance par rapport à ça. On apprend à snober ces consciences sensorielles pour donner du pouvoir à la conscience mentale. Et la qualité de vie est totalement différente. D'après ce que les pratiquants disent, leur qualité de vie est totalement différente. Il y a une richesse intérieure, quel que soit le lieu où ils sont. C'est incroyable. Incroyable. Ils ne s'ennuient jamais, même si ils ont du temps à passer pour attendre quelqu'un, ou pour attendre un train, ou pour attendre ceci ou cela, pour attendre un ascenseur, etc. Leur vie intérieure est totalement riche. Parce qu'ils décident d'avoir une attention vertueuse, altruiste, utile, dans la sagesse de la vacuité, dans la sagesse de l'interdépendance, de l'impermanence, ou de penser à l'altruisme, à la bodhicitta, etc., etc., de penser au yoga de la déité. C'est juste magnifique. Aucun moment n'est perdu pour ces personnes-là. C'est- là, Oui. ils sont pas mentales. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le mental? Parce que mental, du point de vue de la psychologie bouddhiste, mental, conscience et esprit sont équivalents. Ouais. Quand on dit mental, conscience et esprit, c'est équivalent du point de vue bouddhiste. Ouais, ça veut dire qu'une conscience sensorielle, c'est du mental, parce que c'est une conscience. Ouais. Par contre, une conscience mentale et une conscience, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Ouais, une conscience mentale, c'est nécessairement pas une conscience sensorielle, parce que c'est la sixième conscience. Ouais. Donc, il y a une différence entre mental et conscience mentale. Ouais. Et toi, tu parles peut-être de l'intellect. OK. Pour le mental, ça me revient. C'est pas bien. Oui, Mais ça peut l'être. Ça peut l'être, mais pas nécessairement. Par exemple, bah, c'est ce que dit Geshe-Namda que jeudi soir encore dans Explorer l'esprit. Il a dit qu'en effet, on a beaucoup de concepts, comme on vient de le dire, on a beaucoup de mines, etc. Et donc, ça, c'est l'intellect, ouais, c'est la conscience discursive. Donc, ça se passe au sein de la conscience mentale. Ouais. La conscience mentale qui peut être conceptuelle, ouais, qui ne l'est pas nécessairement, mais qui peut être conceptuelle. La plupart du temps, elle est conceptuelle, ouais, chez nous. OK. Et donc, les concepts sont la plupart du temps à côté de la plaque, complètement à côté de la plaque. Ouais, on surimpose des choses. On est persuadé que ceci va arriver, que cela est arrivé, etc. On est persuadé que telle personne est comme ceci et comme cela. Et en fait, on fabrique une réalité en étant persuadé que c'est la réalité. Et là, c'est destructeur. Par contre, on peut apprendre à penser correctement grâce au raisonnement. Ouais, dans la tradition de Nalanda, le raisonnement, il suffit de mettre le nez dans un bouquin, on va voir tout de suite qu'il y a des raisonnements. Tout de suite. Ouais, parce que le raisonnement, c'est à utiliser l'intellect, mais un autre avantage. Comment est-ce qu'on peut être en accord avec la réalité? Et là, on a déjà gagné la partie. C'est une analyse, une méditation analytique. C'est exactement ça. Et cette méditation analytique nécessite des outils conceptuels. Ouais, c'est pour ça qu'on a les débats, qu'on étudie les bases de la philo, le permanent, etc., pour asseoir, pour aiguiser notre esprit conceptuel et pour l'appliquer à une chose, à des choses extrêmement constructives.
des choses qui échappent à nos sens, et avec une motivation purement altruiste. Dans ce cas-là, c'est déjà gagné. C'est magnifique. Dans ce cas-là, on est déjà en train de trancher à la racine de samsara. C'est magnifique. Ok, très bien. Donc voilà, de penser à ça, se dire que ça revient à l'esprit, ouais, ça revient à l'esprit. Ok, le karma et le klesha. Kaka, les vraies origines, c'est kaka. C'est facile. Ok. Alors, quand on parle de ces 12 liens de production dépendante, Ariana Garjun a écrit un bref texte ouais, sur la production dépendante, sur Pratitya Samutpada Hridayam, ouais, l'essence, la quintessence de la production dépendante. Et donc, c'est ce dernier cercle autour. Je vous enverrai les diapos, hein, de toute façon. Je vous les enverrai. Ce dernier cercle de la roue du devenir, ouais, c'est 12 liens de production dépendante. Et c'est exactement ce que dit Ariana Grande. Ouais, dans vos guiers, bah, vous, mieux, ni pas, chupa, leyende, l'arme donné, donné, yin. Mais le premier, le huitième et le neuvième sont des cléchats. Le deuxième et le dixième sont le karma. Et les sept autres sont la souffrance. Ici, on a les vraies souffrances et les vraies origines. Ouais, les vraies souffrances, c'est facile, c'est marqué. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Ouais, les sept autres sont de la souffrance. Ouais, donc parmi les 12 liens. Ouais. Et donc, si vous extrayez de ces 12 liens, vous extrayez le premier, c'est l'ignorance. Le huitième, c'est quoi? C'est la soif. Ouais. Le neuvième, c'est la saisie. Ouais, ce sont des attachements exacerbés. Ignorance, soif et saisie, c'est de l'affliction, c'est du cléchat. Ouais. Ok, le deuxième, c'est les formations karmiques, et le dixième, c'est le devenir, c'est le karma. Ouais. Klesha et karma, ce sont les vraies origines. Et tout le reste, ce sont les vraies souffrances. Et donc, ben, quand on imagine, on visualise ces 12 liens de production dépendante, on voit ce que le Bouddha a mentionné dans le Shaivastamba Sutra, dans le sutra de la pousse de riz. Il mentionne cette causalité intérieure, où est-ce qu'on en est maintenant? Ouais, on a l'ignorance, la soif, la saisie. On a aussi le karma. Et à cause de ça, on a toutes les souffrances. Mais on peut s'en débarrasser. On peut s'en débarrasser. Ouais, c'est pourquoi, si on veut éliminer la vieillesse et la mort, qu'est-ce qu'on doit éliminer? La naissance. Si, la naissance contaminée, hein, la naissance. Pas ce qu'on disait tout à l'heure pour les arates, hein, ne plus renaître, etc., ne plus exister. Ouais, éliminer les renaissances contaminées. Ouais, pour éliminer les renaissances, qu'est-ce qu'on doit éliminer? Le devenir. Pour éliminer le devenir, qu'est-ce qu'on doit éliminer? L'appropriation, la saisie. Pour éliminer la saisie, qu'est-ce qu'on doit éliminer? La soif. Pour éliminer la soif, qu'est-ce qu'on doit faire? Éliminer les sensations. Et pour éliminer les sensations, qu'est-ce qu'on élimine? Le contact. Et pour éliminer le contact, qu'est-ce qu'on élimine? Les six sources. Et pour éliminer les six sources, on élimine le nom et la forme. Pour éliminer le nom et la forme, il faut éliminer les formations karmiques. Pour éliminer les formations karmiques, la conscience, pardon. Et pour éliminer la conscience, il faut éliminer les formations karmiques. Et pour éliminer les formations karmiques, qu'est-ce qu'on doit éliminer? L'ignorance. Et donc, en effet, l'ignorance, c'est le maillon faible. C'est le maillon faible. Est-ce que ça vous parle? Ouais, ça veut dire que on a en effet là les quatre nobles vérités dans les 12 liens de production dépendante. Ouais, quand on les a du premier jusqu'au 12e, on a les quatre nobles, on a les deux premières nobles vérités, on a les vraies souffrances et les vraies origines. Et quand on a, dans l'ordre inverse, quand on les élimine, on a les vraies cessations et les vraies voies, les quatre nobles vérités. Ouais, ça vous parle? Ouais, Il n'y a pas de moyen d'ignorer l'ignorance oui, sans passer par euh, tout ce que tu as dit avant. oui, Mais ça, si on peut éviter la du temps et puis oui. Alors oui, on pourrait gagner du temps, parce que là, en fait, le Bouddha a mentionné cette causalité, ce cercle vicieux, en fait, hein. Et en effet, on a besoin de comprendre en quoi la souffrance est la racine du samsara. Ouais, parce que si on ne comprend pas ces 12 ans de production dépendante, on pourrait se dire, ah oui, le samsara, oui, c'est les contes et légendes indiennes de l'Inde il y a 2600 ans, etc. Mais finalement, tout va bien. Maintenant qu'on a Netflix et le Ragusa, on est dans le bonheur. Ouais, donc on pourrait se dire, non, c'est des contes et légendes, tout ça. Mais si on analyse vraiment, se dire, OK, pourquoi est-ce qu'on meurt? Bah, parce qu'on vieillit. Pourquoi est-ce qu'on vieillit? Parce qu'on renaît. Pourquoi est-ce qu'on renaît? Ouais, parce qu'on a les graines karmiques qui gèrent. Mais pourquoi est-ce qu'on a les graines karmiques qui gèrent? Parce qu'on a la soif et la saisie. Pourquoi est-ce qu'on a la soif et la saisie? Parce qu'on a des sensations. Ouais, les sensations viennent du contact avec des objets. Et ce contact vient parce que nous avons des sources sensorielles et donc des agrégats, le nom et la forme. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de la conscience qui dépose les graines karmiques en son continuum. Et ça vient des formations. Et ces formations karmiques viennent de l'ignorance, de notre distorsion fondamentale. Et là, on a une vraie conviction par rapport à ça.
C'est pour ça que le Bouddha l'a enseigné. Si elle parlait tout simplement de l'ignorance fondamentale sans parler du reste, on pourrait se dire, bah, l'ignorance, c'est sympa, non? Ignorer la souffrance animale, c'est sympa, du moment qu'on a son steak. Non? Moi, je pense que le faire que j'ai su de l'ignorance, c'est le chemin pour y arriver à ce que l'on contient. Oui, il y a d'autres façons hein, d'aborder les choses, en effet. Ouais, quand on étudie la psychologie bouddhiste, par exemple. Ouais, par exemple, justement, dans son module actuel sur explorer l'esprit, il y a ces divisions septuples de la conscience. Ouais, on se dit, OK, qu'est-ce que mon esprit? Ouais, dans quel type d'état d'esprit je suis en ce moment? Est-ce que, par exemple, est-ce que je suis en train de douter par rapport à l'enseignement du Bouddha, par exemple? Est-ce que j'ai un doute? Est-ce que c'est un doute qui tend plutôt vers l'opposé de la réalité ou est-ce que ça tend plutôt vers la réalité? En se disant, tiens, peut-être que oui, mes agrégats sont impermanents. Ouais, peut-être que ma forme, ma conscience, etc., c'est impermanent. Ouais, je doute par rapport à ça. Ouais, mais on pourrait au début, avant d'avoir une approche bouddhiste, se dire, ah non, non, c'est permanent, ma conscience est permanente, etc., etc. On pourrait avoir une cognition fausse. Ouais. Donc ça, c'est une autre division de, euh, des, euh, des consciences. Et quand on parle des cognitions fausses, on parle de l'ignorance. On parle de l'ignorance. Et de différents types d'ignorance. Ouais, par exemple, être persuadé que cette tasse est la même depuis tout à l'heure. Ouais, être, ne pas connaître le nombre d'atomes qu'elle contient, etc. C'est différents types d'ignorance, ouais. Mais c'est pas la racine du samsara. Ouais, la racine du samsara, c'est être persuadé qu'elle existe de son propre côté sans que j'y sois pour quelque chose, sans que ma conscience y soit pour quelque chose. Comme si elle existait de manière purement objective. Et donc là, on se dit, OK, c'est une cognition fausse. Est-ce que c'est une fatalité? Non, l'esprit est clair lumière, il a la capacité de connaître ces objets pour peu que les conditions soient appropriées. Et donc, on peut passer de la cognition fausse au doute, à la supposition correcte, à l'inférence et à la perception directe. Et donc, c'est comme ça qu'on comprend comment l'esprit fonctionne. Ou alors on fait des questions qui apprennent, on n'a pas l'impression de passer par tous ces stades pour arriver à démystifier les moments. Alors qu'en fait, on passe par ces stades Peut-être qu'on fait, voilà. sans les connaître. C'est ça qui est intéressant. Si on n'étudie pas l'auric, les cognitions, etc., on ne met pas nécessairement des mots sur nos états d'esprit. Ouais, alors qu'on les a, ces états d'esprit. On a tous le doute, on a tous la supposition correcte. Ouais, par exemple, si vous regardez votre montre à 4 heures et qu'elle est cassée à 4 heures, si on vous demande quelle heure est-il à 4 heures, vous allez dire bah, il est 4 heures. C'est une supposition correcte. Votre esprit est en accord avec la réalité. Il est bien 4 heures. Mais votre montre est arrêtée à 4 heures. Donc, dans 5 minutes, on vous repose la question quelle heure est-il? Ah, il est toujours 4 heures. Ah, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il n'était pas 4 heures. Donc, au début, c'était une supposition correcte. Maintenant, vous commencez à douter. Vous dire, ah, bah, si ça se trouve, il n'était pas 4 heures. Ouais, ok. Très bien. Mais donc, on passe par tous ces stades-là, surtout quand on parle de l'amrine du bouddhisme. Ouais, la continuité de la conscience qui en a une perception directe, qui a une perception directe de la continuité de sa conscience de ses vies passées, qui a une réalisation directe des vraies souffrances, des vraies origines, des vraies cessations, des vraies voies, des 12 liens de production dépendantes, de la présélections humaine, de l'impermanence et de la mort, de l'attitude basique intermédiaire, de l'attitude supérieure, qui a une réalisation directe de l'éveil. Oui, mais moi, je ne l'ai pas. Exactement. Donc, ça veut dire que est-ce que notre esprit a la capacité de certifier des objets qui lui échappent du point de vue de la perception directe? Oui, grâce à l'inférence, grâce à la déduction logique. Ça, c'est magnifique. C'est un outil incroyable, d'où le pouvoir de la raison. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Et donc, on peut avoir des conceptions plus ou moins correctes de la réalité. Se dire l'impermanence. OK, c'est quoi l'impermanence? On pourrait imaginer que c'est l'impermanence grossière, une tasse qui se casse. Et non, quand le Bouddha parle de l'impermanence, il parle de chanika, ouais, l'instantanéité. Donc, il parle de l'impermanence subtile. Donc là, on a une conception, mais beaucoup plus raffinée. C'est magnifique. Waouh, c'est génial. Le pouvoir de l'esprit est immense. Il peut nous faire traîner dans le samsara depuis des temps sans commencement. Et il peut nous libérer du samsara et obtenir la libération pour le bien de tous les êtres. C'est magnifique. Et c'est pourquoi nous allons prendre refuge pour le bien de tous les êtres. Waouh. Et donc, vous pouvez
Visualisez votre maître Racine sous la forme de Buddha Shakyamuni ou comme sous la forme de Arya Nagarjuna, qui est, moi, que je considère comme l'un de mes maîtres Racine, euh, ou sous la forme de Buddha Shakyamuni si vous préférez, comme vous voulez. Il est fait de lumière, splendide, et il vous sourit, il vous accepte exactement tel que vous êtes. Et il est vivant. C'est pas une simple visualisation. Le Bouddha se manifeste exactement là où les besoins se font sentir. Il est véritablement là où nous le visualisons. Et c'est comme s'il nous parlait avec son sourire en disant, mes enfants, ne restez pas dans la souffrance, ne restez pas dans les vraies souffrances, dans les vraies origines. Vous pouvez vous débarrasser de tout ça. Définitivement. Vous-même et tous les êtres. Waouh, ça c'est le message du Bouddha. Et donc, essayez d'avoir cette conviction, cette source de refuge, ce champ de refuge en face de vous, euh, dans l'espace, à une distance d'une consternation, et avec la dimension que vous voulez. Mais si vous le visualisez avec la dimension d'un pouce, par exemple, ça favorise la concentration. Et c'est comme vous voulez. Et puis, vous pouvez visualiser tous les êtres autour de vous, le champ de Bodhicitta, tous les êtres qui ont soif de bonheur depuis des temps sans commencement, qui depuis des temps sans commencement cherchent à obtenir le bonheur, tout en s'en détournant par confusion, comme s'il était leur pire ennemi, et qui cherchent à échapper à la souffrance depuis des temps sans commencement, et aussi par confusion, on se jette dans les bras de la souffrance, par confusion, par ignorance. Vous pouvez visualiser sous forme humaine ou animale, quelle que soit votre conception des choses. Vous pouvez les visualiser sous forme humaine tout en les visualisant en train d'éprouver les différentes souffrances de leurs différents royaumes, si vous voulez. Dans l'espace autour de vous, un nombre infini. Oui, on va essayer de prendre un refuge, de développer vos digitales, on va essayer d'infuser notre esprit avec ce que veut dire la prise de refuge. On en reparlera bien sûr au cours de ce week-end. Et Bodhicitta, on parlera aussi bien sûr au cours de ce week-end. Mais quelle que soit votre conception, votre familiarisation avec cela, c'est de générer quelque chose dans votre cœur, un vrai sentiment, un vrai ressenti. Et puis si vous connaissez la strophe en tibétain, pas le fait en tibétain, sinon vous pouvez le faire dans votre langue favorite. Sangye chulang sogi cholam la janjo babu dani chapsu chi dagi jinso give chapman ki lora benchi sangye luba ju sangye chulang sogi cholam la janjo babu dani chapsu chi dagi jinso give chapman ki lora benchi sangye luba ju sangye chulang sogi cholam 全球高度大于加速器大于静坐仪的超能力，罗拉反正上边的话，et notre maître Racine est extrêmement satisfait de cette attitude que nous développons. C'est ce dont il rêve pour nous depuis des temps sans commencement. Et donc, il fond en lumière, une lumière dorée, splendide, qui vient rejoindre le sommet de notre tête et pour nous octroyer les bénédictions de ce développement de la voie spirituelle pour le bien de tous les êtres. Il vient se fondre en nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Merci beaucoup et bon appétit. Et à tout à l'heure à 14h. Merci. Merci. C'est une-